Le géomimétisme, c'est le biomimétisme au service de la Terre, le climat. Comment je reproduis les puits naturels de carbone pour redynamiser ces forêts, ces sols agricoles, pour que ça capte plus de carbone et que ça soigne le climat. En gros, une portion de forêt du Congo où t'as pas d'éléphants capte 10 fois moins de carbone qu'une portion de forêt où t'as des éléphants. Bienvenue à toi, bienvenue à vous sur Limite. On est là pour parler des limites humaines, parce que vous savez très bien qu'on est sur une planète Terre où le système économique, l'appareil industriel, la méga machine, quel que soit le nom que vous donnez, nous pousse de plus en plus dans nos retranchements, ce qui fait qu'on perd le sens des choses. En plus, c'est la limite des ressources et la limite planétaire. On est là pour essayer de mieux comprendre tout ce qui se passe sur Terre avec des invités remarquables. Je m'appelle Vince, abonnez-vous à cette chaîne, merci. Alors cette chaîne n'est pas sponsorisée, mais techniquement chaque vidéo que vous voyez, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas à nous filer un coup de main si jamais vous voulez nous permettre de pouvoir continuer cette aventure sans devoir répondre aux sirènes qu'on reçoit par mail de certaines marques gazeuses en rouge, Coca-Cola, ou encore d'autres marques d'avions qui essayent un peu de faire comprendre qu'ils sont green alors qu'ils ne le sont pas du tout. Donc nous, on veut garder notre indépendance, n'hésitez pas, tout coup de main est le bienvenu. Et si vous voulez aller encore plus loin même dans la démarche, au-delà de l'abonnement et du coup de main sur Tipeee, on a créé un lien qui est disponible en description de la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer, c'est un lien Discord pour faire partie de cette communauté limite où vous pouvez suggérer des sujets, suggérer également des personnes à interviewer, des gens que vous connaissez dans votre entourage, vous-même, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice et prochainement des gros projets à venir pour une grosse révolution de Limite. En parlant de révolution, nous en avons un devant nous qui révolutionne les choses. Pierre, bienvenue sur Limite, comment tu vas? Merci Vince, je me sens très bien. J'espère bien. Pierre Gilbert, tu as sorti chez Odile Jacob les voies nouvelles du géomimétisme. On va aller dans tous les sens, tu vas nous dire d'où tu viens. Géomimétisme, alors j'ignore si ça va être le titre de la vidéo qu'on aura mis, ça dépendra bien sûr de cette conversation qu'on a. C'est un terme que je n'avais jamais entendu, que tu vas creuser, mais avant pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es s'il te plaît? Ouais, donc Pierre Gilbert, donc j'ai 31 ans, j'ai deux casquettes, je suis entrepreneur, j'ai monté Sator, et puis je suis prospectiviste spécialisé dans les risques climatiques, c'est-à-dire que mon boulot, initialement pour l'armée française, c'était d'anticiper comment le changement climatique sur les 10-20 prochaines années allait accroître le risque d'émergence de conflits dans les zones qui intéressent l'armée française, donc le Sahel, l'Asie-Pacifique, etc. Et donc voilà, mon boulot, c'était vraiment de rentrer dans les modélisations climatiques, les appliquer à des territoires particuliers et essayer de comprendre comment tout ça allait impacter le système agricole, donc le système social, donc le système politique et créer potentiellement encore plus de risques. Bon, malheureusement, c'est une expertise d'actualité. Il y a plein d'exemples de ça. Les conflits entre éleveurs peuls et agriculteurs bambara au Mali, au Sahel, sur fond de djihadisme. En fait, on se rend compte que le changement climatique accentue le risque d'émergence de conflits un peu partout dans le monde. Ne le crée pas forcément dans le sens où souvent ça envenime des choses qui sont déjà latentes. On a le politique qui fout le bordel là-dessus. Mais voilà, donc, le métier de base, c'est de comprendre un peu, de discerner dans tout ça, et puis de faire des scénarios pour l'armée. Mais ensuite, j'ai travaillé pour des entreprises, pour différents, même la puissance publique, mais autour de ça. Et puis, du coup, bon, c'est pas un métier qui est ni facile, à la fois techniquement, mais aussi pour le moral. Donc je me suis dit, à un moment donné, il faut aussi que je m'intéresse aux solutions, parce que ma petite vague d'éco-anxiété, je l'ai eu aussi, comme tout le monde ici, j'imagine, ou presque tout le monde. Donc je me suis dit, il y a un truc qui est un peu un trou dans la raquette dans les modélisations climatiques, qui est le rôle de la biodiversité. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, à compiler beaucoup de travaux de recherche de différents chercheurs, et à les rassembler pour en faire une sorte de panorama de comment ça fonctionne les différents puits naturels de carbone, les plantes, les animaux, comment tout ça, comment cette biodiversité absorbe du CO2 et transforme ça en forme stable du carbone. Donc je me suis lancé dans cette quête depuis une petite dizaine d'années, en fait, dès la fin de mes études et puis ensuite les années qui ont suivi et j'ai abouti à ce concept de géomimétisme pour englober tout ça. Alors justement, soigner le climat grâce au vivant, moi ça me rappelle, en ayant parcouru très rapidement certaines choses, un livre incroyable qui s'appelle The Drawdown, je crois que c'est de Paul Hawken, qui montre que les solutions existent, elles sont là,
Et moi, j'ai envie de déjà démarrer. Comment se fait-il que dans un monde où on a déjà trouvé toutes les solutions, dans un monde où des peuples autochtones sont déjà en train de mettre en place depuis très longtemps des vieux savoirs et font déjà des choses de manière à pouvoir absorber plus de CO2, à régénérer les terres, bref, qui sont déjà dans ces concepts de régénération, qu'est-ce qui se passe qu'on est toujours en fait dans une continuité comme si ça n'existait pas et comme s'il fallait absolument trouver des solutions basées sur de la technologie, tu vois. Comment est-ce que tu expliques déjà ce non-sens, ce paradoxe? Alors il y a plusieurs voies d'explication. Tu as des voies d'explication qui sont plutôt systémiques. Comment fonctionne le système financier par exemple. Ça c'est mal connu mais ça vaut le coup de faire un petit encart là-dessus. Je suis une banque, ça fait 2 siècles que je finance l'économie. Donc il y a un siècle je finançais des mines de charbon. Il y a 50 ans, je finançais des centrales à charbon. Et en fait, il y a 20 ans en Allemagne, je continuais à financer des centrales à charbon. Donc ça veut dire que moi, en tant que banque, j'ai dans mon portefeuille des actifs, j'ai des actions d'entreprises qui produisent de l'énergie avec du charbon. Donc si demain, il y a une loi un peu ambitieuse qui dit on sort du charbon parce qu'il faut protéger le climat, ça veut dire que la valeur de mon actif, elle va s'effondrer, puisque l'entreprise, elle va fermer, si elle n'a pas des solutions d'adaptation. Donc ça veut dire qu'en plus, il se trouve que ce joli petit actif de ma centrale à charbon, je l'ai titrisé, donc je l'ai mélangé avec d'autres actifs de boîtes qui font des voitures, de l'agroalimentaire, voilà. Donc j'en ai fait des petits paquets, je les ai vendus à d'autres banques. En fait, on a perdu la trace de ces trucs-là. Et donc c'est le risque d'actifs échoués liés aux énergies fossiles. Et en fait, c'est une crise des subprimes potentielle x100. Voilà. Nous, on a suivi ça un peu avec l'Institut Rousseau, dont je suis un des membres cofondateurs et conseiller scientifique. On avait fait le calcul en Union européenne, les 11 plus grandes banques européennes, elles ont l'équivalent de plus de 100% de leurs fonds propres en actifs qui pourraient s'échouer si demain on passait des lois ambitieuses pour le climat. Quand vous avez une grande banque française, dont je ne citerai pas le nom par exemple, mais qui a dans son portefeuille, qui a investi sur une grande entreprise pétrolière dont je ne citerai pas le nom, etc. Et plein en commentaire, les amis, en commentaire. Voilà. Spoiler en commentaire. Bon, mais en fait, cette banque, elle a un intérêt structurel à ce que le système il tienne comme ça. Sinon, on risque d'effondrement financier. Et vu qu'on, la finance, c'est un peu le bordel, on a perdu la trace de tout ça. Donc il y a des solutions pour ça. Hein. Avec les copains de l'Institut Rousseau, on avait écrit une note comme ça avec Nicolas Dufresne et Gaël Giraud sur en fait l'idée de créer une banque de défaisance. Donc une banque publique adossée à la BCE, c'est un peu technique mais je vais expliquer, une banque publique qui achète ces actifs fossiles toxiques, donc qui prélève les tumeurs des banques. Voilà. Les banques, elles ont plein de tumeurs, c'est leurs actifs fossiles qui sont problématiques. On les rachète, donc la banque, elle est contente. Elle va recevoir du cash en échange en plus se délester de ces tumeurs-là. Donc elle perd pas. Donc cette banque publique de défaisance, elle a accumulé beaucoup de pertes du coup, parce qu'elle a plein d'actifs toxiques. Et là, l'idée, c'est qu'on la refinance avec la BCE. La BCE, la Banque Centrale Européenne, elle a un pouvoir qui est le pouvoir de création monétaire. Donc c'est une banque qui peut se refinancer en 2 clics, en se mettant plus 100 millions sur le crédit. Voilà, c'est la magie de la création monétaire. Et donc si cette banque-là, cette banque de défaisance est refinancée par un jeu d'écriture par la BCE, ça veut dire que personne n'a perdu. Voilà. On a réparé ce problème-là. Donc tu peux te dire, génial, en plus même un verrou systémique comme la finance, en fait on sait le dépasser, ouais, mais ça nécessite un petit changement de dogme économique par rapport à cette version-là du néolibéralisme. Et donc là, on a plein de gens à Francfort, etc., qui ne veulent pas trop parce que aujourd'hui, on fait ça pour le climat, on crée une banque du climat. Voilà. Demain, on pourrait faire ça pour d'autres grands projets d'intérêt général, refaire du rail, refaire de l'agroécologie. Ça serait cool, mais ça serait un petit changement de système et il y a des gens qui ne veulent pas changer. Bref. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu systémique. Je vous ai parlé de la finance. Et puis ensuite, on peut rentrer dans les limites un peu plus individuelles, tout un tas de biais. Le biais des coûts irrécupérables en sciences cognitives, on l'aime bien celui-là. En gros, c'est l'idée que, en fait, quand vous avez cru pendant 20 ans de votre vie dans un système, ça veut dire que on vous a raconté que pour être heureux, il fallait accumuler tout un tas de biens matériels. Il fallait une belle Merco, une belle montre, machin. La méritocratie, plein de choses. Plein de choses. Donc, en fait, vous, pendant 20 ans, vous vous êtes engagé sur cette voie-là. C'est-à-dire que vous avez dépensé plein d'énergie, vous avez dépensé plein d'émotions,
et vous avez créé plein de circuits neuronaux autour de cette vision du monde. Donc si on vous dit, voilà, en fait, mon coco, tu t'es trompé, déjà, c'est pas la consommation qui te rend heureux, en plus, ça bousille la planète. Là, le cerveau, il va faire erreur 404. Il va faire, ouais, en fait, là, tu me demandes de mettre à la poubelle 20 ans d'investissement énergétique. De croyances, voilà. De tout, d'identité. C'est ça. De qui on est. Ouais. Et puis de reformater tous mes circuits neuronaux. Et ça, c'est de l'énergie. Alors, dans le vivant, il y a bien une loi. Dans l'évolution, c'est je dépense un minimum d'énergie possible pour un maximum d'efficacité et de robustesse dans mon environnement. Donc, et forcément, quand tu crées des circuits neuronaux, bah, c'est des calories qui sont investies. Il y a myocine, des circuits synaptiques en plus, etc. Donc, voilà. Donc là, tu as une grille de lecture qui est plutôt issue des neurosciences, qui t'explique pourquoi le changement, c'est compliqué. La plasticité du cerveau, le biais des coûts irrécupérables. Et puis, tu aurais même une grille psychanalytique, issue des travaux, par exemple, de Jung, le grand psychanalyste. Jung, c'est le spécialiste du lien entre l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Mais en fait, on a une partie... L'idée, c'est de comprendre qu'on est largement dominé par notre inconscient. 99,84% des décisions que tu prends par jour, elles le sont de manière inconsciente. Si j'ai envie de boire un coup et que je prends ce gobelet, en fait, je ne conscientise pas qu'il faut que je tende mon bras vers la droite pour le saisir, pour tout, sinon je serais une espèce de robot. Tu dois réfléchir à toutes tes opérations avant de faire quelque chose. Le premier tigre à dents de sac qui passe dans le coin, c'est terminé. Donc l'inconscient, c'est cette espèce de disque dur qui te met en pilote automatique à fond et qui te permet d'avoir une vie facile. Sauf que cet inconscient-là, il se construit à la fois de par tes expériences dans la petite enfance, tes traumas, etc., de par ce que tu hérites aussi de tes aïeux, c'est l'épigénétique, le transgénérationnel, mais il y a aussi une partie de ton inconscient qui est issue de l'inconscient collectif, l'ensemble de normes culturelles, de valeurs, etc. Donc toi, en fait, inconsciemment, tu as aussi une partie de tes goûts, tu vas consommer, tu vas avoir des réflexes qui sont issus du système en fait tel qu'il est depuis un siècle, et donc il y a une inertie à ce niveau-là. Donc c'est pas facile de changer pour toutes ces raisons-là. Et puis là-dessus, tu as le système politique. Je pense qu'on n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus, mais qui rajoute une couche de conservatisme où chaque camp politique, même à gauche, entretient sa petite rente électorale plutôt que de chercher une espèce de dépassement d'intérêt général et notamment pour l'écologie. Alors c'est drôle, j'ai l'impression que l'humanité s'est toujours inspirée du vivant pour la construction, que ce soit de ses édifices, que ce soit de ses outils. Il s'est dit, on est des Japonais, on a envie d'un train qui va super vite, on va créer le Shinkansen et on va, je sais plus si c'est d'un dauphin ou je ne sais plus lequel, du martin pêcheur parce qu'il a une hydrodynamique et tout. Et donc c'est ce qu'on peut appeler une sorte de biomimétisme dans la technologie, dans la technosphère, où on retrouve ça avec pas mal de choses, la coccinelle, de la Volkswagen et tout. Tiens, on s'inspire de ça, les avions, des oiseaux forcément. Et on a beaucoup parlé de biomimétisme aujourd'hui dans la biodiversité. Comment est-ce qu'on capture le carbone? Comment est-ce qu'on essaie de reproduire ce que le vivant fait? Et toi, tu viens avec une notion qui va quand même plus loin, à savoir le géomimétisme. Alors, s'il fallait donner une définition, ce serait laquelle? Le géomimétisme, c'est le biomimétisme au service de la Terre, le climat. D'accord. En gros, si tu veux, le biomimétisme, pour expliquer, c'est on s'inspire du vivant, tantôt pour des inventions d'ingénierie, donc c'est ce que tu disais, ça c'est le biomimétisme de niveau 1. Je m'inspire d'un animal ou d'un process pour créer une machine plus performante ou peut-être plus durable aussi. Quand tu sais que la coquille de l'ormeau, donc ce coquillage, elle est aussi solide à épaisseur égale que le blindage avant du Charles Leclerc, alors que c'est du calcaire, c'est de l'aragonite, c'est juste des petites couches de calcaire bien empilées qui fait que quand tu as une onde de choc dessus, la force, elle se diffuse de manière homogène, donc c'est ultra résistant. En fait, tu te dis, demain, ça veut dire qu'avec du carbonate de calcium, un truc qui est omniprésent, qui est neutre, qui n'est pas polluant, je pourrais faire potentiellement des coques, des carapaces de voitures, des choses qui peuvent remplacer du métal. Donc, bref, le biomimétisme de niveau 1, il est hyper intéressant, ça dépend juste de ce qu'on en fait. Effectivement, si c'est pour construire un caterpillar bio-inspiré qui va déforester l'Amazonie, c'est un peu bête. Bref, donc ça c'est le biomimétisme de niveau 1. Tu as le biomimétisme de niveau 2, là on va se poser la question de comment le vivant il a fait pour créer
cette coquille d'ormeau, ce bec du martin pêcheur. En gros, tu vas reproduire les process de création dans tes usines pour arriver à ces performances-là. Donc tu vas faire des bioréacteurs avec des bactéries pour transformer des algues en bioplastique, etc. Donc ça, c'est les process de production et d'organisation. Tu dis, dans le vivant, les fourmis, elles suivent des traces de phéromones pour optimiser leur déplacement. Si je fais ça, pareil, j'utilise un blob, je mets des flocons d'avoine sur les villes d'une carte du Japon, parce que c'est une histoire vraie, pour voir comment le blob va relier ces flocons d'avoine et me donner le meilleur tracé pour ma future ligne de train, le truc le plus optimal. Ça c'est du biomimétisme de niveau 2. Donc les Japonais ont fait ça pour leur réseau ferroviaire. Le blob, c'est une sorte de champignon qui s'étend, qui se déplace, tu le coupes, il devient individuel. Le blob dominera le monde à un moment donné. C'est ça. Nous sommes un blob. Voilà, qui s'ignore. Tu as le biomimétisme de niveau 3, donc ça c'est plutôt à l'échelle d'un territoire, comment tu fais ton économie circulaire pour que tes déchets, les déchets des uns soient les ressources des autres. Parce que dans le vivant, un ne se perd, tout se transforme. Et puis ensuite, tu as le biomimétisme de niveau 4, et c'est ça le géomimétisme. C'est le biomimétisme qui a un impact sur le climat, qui va se dire comment je renforce, comment je reproduis les puits naturels de carbone, donc les forêts, les sols agricoles en agroécologie, les zones humides, la vie marine, les animaux des prairies, en fait tout ce qui capte du CO2, qui régule le flux les flux de carbone, le cycle de l'eau, le cycle du phosphore, etc. Comment je vais comprendre tout ça et comment je vais m'inspirer de tout ça pour redynamiser ces forêts, ces sols agricoles, pour que ça capte plus de carbone et que ça soigne le climat. Donc c'est ça le géomimétisme. Et puis le petit clin d'œil, c'est que géomimétisme, géolaterre, biomimétisme, paf, c'est bien pour s'opposer à la géo-ingénierie. En fait, moi, mon but, c'est aussi de proposer un contre-récit à la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est les apprentis sorciers du climat, c'est des gens qui, par la technologie, veulent avoir un impact direct sur le climat. Donc c'est des gens qui font pleuvoir sur commande, c'est géo-ingénierie du cycle de l'eau, des gens qui veulent envoyer dans l'atmosphère des microparticules qui vont faire rebondir les rayons du soleil pour refroidir la Terre. Donc ça, c'est la géo-ingénierie avec du souffle. Voilà, donc je renvoie certainement la très bonne vidéo limite de Rémi Noyon et Marine de Guglielmo Weber sur la géo-ingénierie que je cite dans mon bouquin parce qu'on est amené évidemment à avoir des regards croisés et à travailler ensemble. Donc voilà, donc ça c'est la géo-ingénierie solaire. Et puis il y a la géo-ingénierie de la captation du carbone. C'est celle-là qui m'intéresse le plus. C'est en gros souvent des pétro-gaziers qui te disent « Ok, pendant un siècle on a fait beaucoup d'argent en sortant du pétrole, du charbon et du gaz du sol, en sortant du carbone du sol et en le mettant dans l'atmosphère. On pourrait peut-être s'en faire en faisant l'inverse, c'est-à-dire en allant capter du CO2 avec des gros aspirateurs et à le remettre dans d'anciennes couches pétrolières, d'anciennes poches de gaz, etc. Et puis en prenant un billet au passage. Et pour justifier de continuer à en sortir. Exactement. C'est ça le plus fou, c'est qu'en gros, donc dans cette technologie de la géo-ingénierie du carbone, c'est une techno qui naît dans les années 70 en mer du Nord, chez des Norvégiens qui exploitent du pétrole et des Britanniques, notamment BP, Shell, etc., qui réussissent à choper le CO2 qui sort des plateformes offshore pour le renvoyer sous pression dans la nappe pétrolière pour mettre de la pression sur le pétrole et faire en sorte qu'il jaillisse plus facilement. Donc c'est la récupération assistée de pétrole. Donc la techno, elle naît de là. Et aujourd'hui, au Texas, vous avez Occidental Petroleum qui a amorcé un immense projet, une immense centrale de captation au-dessus du plateau permien du Texas qui coûte à peu près 2 milliards d'argent public du contribuable américain de subventions. Et donc en fait, c'est une batterie, si tu veux, de gros aspirateurs qui va capter du CO2 comme ça et puis le renvoyer direct dans les derniers champs de pétrole du Texas qui sont où le pétrole il est cher à choper parce qu'il en reste un peu en dessous pour récupérer les dernières gouttes de pétrole en faisant effectivement augmenter la pression. Et en disant, regardez les gars, on a stocké du carbone. Exactement. C'est incroyable. C'est magique. Et en étant payé à fond pour ça. Ça me rappelle une vidéo qui est disponible sur la chaîne, on vous met le lien en description, faite par Noé, que le recyclage a été simplement mis en place pour continuer à produire du plastique. Attention, ça ne veut pas dire que demain il faut arrêter de recycler, mais c'est une manière d'expliquer que c'est pratique pour continuer à perdurer quelque chose. Toi, tu viens donc avec cette notion de géomimétisme, donc
peut appeler ça le biomimétisme de niveau 4, si je comprends bien. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Parce que est-ce que c'est intégralement climat ou est-ce que c'est aussi régénération de la biosphère? En fait, c'est l'alliance des deux. C'est-à-dire que moi, ma thèse, c'est de montrer que c'est stupide de séparer biodiversité et climat, comme de séparer adaptation et atténuation du changement climatique. C'est-à-dire que dans les précédents rapports du GIEC, vous avez un volet atténuation du changement climatique, c'est comment est-ce qu'on fait pour moins émettre de CO2. Donc là, c'est sorti des énergies fossiles, etc. Et puis, vous avez un volet adaptation, c'est plutôt le groupe 2. Et ça, c'est comment est-ce qu'on crée des sociétés plus robustes pour encaisser des chocs climatiques, etc. Mais en fait, quand vous avez des puits naturels comme des forêts qui sont en bonne santé, vous gagnez sur les deux tableaux. Parce que oui, vous captez plus de carbone dans vos sols, mais vous avez une forêt qui régule le cycle de l'eau, donc qui diminue le risque et de sécheresse aux alentours et d'inondation. Vous avez vos zones humides qui font pareil, les tampons pour réguler le cycle de l'eau, etc. etc. Vous filtrez l'air, etc. Donc en fait, vous n'avez que des co-bénéfices, et donc vous avez un territoire qui est beaucoup plus solide par rapport au choc climatique. Donc c'est débile de séparer les deux. Voilà. Et là, on est de plus en plus nombreux à dire que de toute façon, séparer les choses, c'est aussi ça qui nous a conduit dans l'impasse dans laquelle on est. Et que là, on va essayer de rassembler les savoirs. Et donc moi, mon job, là, ça a été pendant des années donc, de synthétiser plus de 350 papiers de recherche, bouquins, etc., d'équipes de chercheurs qui bossaient tantôt sur l'impact climatique des baleines, tantôt sur le rôle climatique de tel coraux dans le Pacifique, de tel poisson, de telle variété d'arbres au Sahel, etc. Donc j'ai brassé très très large sur tout ce qui touchait à comment la biodiversité absorbait du CO2. J'ai essayé de digérer tout ça, j'ai fait des modélisations, des choses que je sais faire pour combler un peu les trous dans la raquette en termes de chiffres. Et j'arrive à 5 grands chapitres qui sont les forêts. En gros, combien est-ce qu'on peut capter de carbone et refroidir la planète si on reforeste au maximum de ce qu'on peut et qu'on arrête de déforester. Deuxième chapitre, mon premier chapitre, c'est les océans. En gros, c'est comment est-ce que, en arrêtant de tout détruire dans nos océans, en arrêtant la surpêche, en passant à la révolution de l'algue, comment est-ce que on transforme nos océans en vrais puits de carbone et en plus qu'on les désacidifie plutôt que de les détruire. Ensuite, l'agroécologie, donc pareil, ça c'est de plus en plus connu, mais en gros, je me suis posé la question de si on passe intégralement toutes nos grandes cultures à la surface de la planète, à l'agroécologie, combien est-ce qu'on capte de carbone? Et puis un chapitre aussi sur les prairies, qui est très important parce qu'en fait, les prairies, et notamment le rôle des herbivores dans les prairies, ça nous explique comment faire de l'élevage qui est régénératif, plutôt que de l'élevage qui pollue. Donc ça aussi, on va en parler, mais pareil, et tout ça peut capter beaucoup de carbone. Ensuite, les zones humides, autre grand puits de carbone, autre chapitre, tu reforestes, tu replantes des mangroves, combien de carbone ça stocke, etc., etc. Et puis, je m'intéresse même au permafrost, si tu redéploies des troupeaux d'animaux, à quel point ça protège ton permafrost. Donc c'est un peu, tu vois... C'est l'expérience d'Asimov, ça. Exactement. D'où on a des travaux très récents, d'ailleurs, que j'ai répertoriés dans le bouquin du reste de son équipe, qui montrent que... si tu recouvres 10% de toute la toundra, donc dans le cercle arctique, avec des troupeaux d'animaux, tu protèges ton permafrost d'un ordre de grandeur de 4%. Donc tu ralentis la fonte de l'intégralité du permafrost d'environ 4%. Donc c'est pas le blindage ultime, mais il faut le faire. Voilà. Enfin, c'est un gain de temps pour en même temps sur l'autre côté de l'adaptation. Exactement. De toute façon, on est rendu à un stade où il faut tout faire en parallèle et se bouger. Allons-y, on parle de capture du carbone. Bon, moi j'ai envie de te challenger directement avec une question, et c'est quelque chose qui m'est venu récemment. Je me semble que c'est l'année dernière que pour la première fois, les forêts émettaient plus de CO2 qu'elles en absorbent, si je ne me trompe pas sur l'information, qu'on a arrivé à quelque chose, on a un point critique qui fait que nos forêts ne captent plus en suffisance. C'est quoi? Elles sont malades? On a dépassé des points de bascule? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une excellente question. En gros, la déforestation et le fait d'abîmer les forêts en général, parce qu'il n'y a pas que de la déforestation en coupe franche, il y a aussi le fait de prélever des arbres, de faire de l'orpaillage illégal en Amazonie, etc. Le fait d'abîmer nos forêts au sens large, c'est à peu près
20% de nos émissions annuelles. L'équivalent de 20% de nos émissions annuelles, tu comptes les incendies qui sont liés au changement climatique, etc. Donc c'est beaucoup. Maintenant, si tu stoppes ça, bon, déjà tu gagnes 20%, mais si tu reforestes sur toutes les terres que tu peux reconquérir avec des arbres, mais de manière intelligente, c'est-à-dire en plantant des essences variées, adaptées localement, adaptées au changement climatique, etc. Bon, si tu replantes sur une surface potentielle maximale, eh bien là, on a des modélisations de l'École Polytechnique de Zurich qui nous dit qu'on peut atteindre, pareil, capter à peu près 20% en plus dans les sols sur une trentaine d'années. Puis après, voilà. Après ça baisse un petit peu. Mais en gros, si tu vois, ton gap total entre ce que tu arrêtes d'émettre en arrêtant d'abîmer tes forêts et ce que tu remets dans les sols en reforestant, là, tu vois que tu as à peu près l'équivalent de 40% de nos émissions annuelles. Donc c'est colossal. Hein. Déjà, donc ça appelle effectivement à reforester rapidement et sur de grandes surfaces. Mais là, on peut se dire, mais effectivement, les forêts, elles sont mal en point et elles sont de plus en plus victimes des effets du changement climatique. L'Amazonie est un très bon exemple. L'Amazonie, c'est un exemple intéressant de potentiel point de bascule. Alors, les scientifiques ne savent pas si on est juste avant. Si c'est déjà commencé. Voilà, si ça a déjà commencé ou si c'est trop tard. Oui, qu'il y a une sorte de savanisation qui serait en cours. Voilà. Que ça ressemble un peu à l'Afrique de l'Ouest, quoi, à un moment donné. Mais c'est important de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. C'est qu'en gros, les forêts entretiennent elles-mêmes leur cycle de l'eau par 4 grands mécanismes, dont 3 sont très mal connus. Le premier mécanisme qui est connu, pour le coup, c'est la création des pluies. Donc les arbres émettent des microparticules dans l'atmosphère, des terpènes, etc., mais qui vont faire des noyaux de condensation dans les nuages. Donc des petites poussières organiques, des bactéries aussi, qui, une fois dans les nuages, vont faire que l'humidité va s'agglomérer autour, se condenser, créer des gouttes de pluie et amorcer un cycle de pluie. Ce qui fait que, et ça c'est très important, hein, c'est qu'au-delà de 100 km dans les terres, 90% des pluies, ça dépend, mais en grosso modo c'est ça la moyenne, 90% des pluies sont générées par l'évapotranspiration des arbres qui a été retransformée en pluie par les forêts d'à côté. Wow. Donc et plus tu vas à l'intérieur des continents, plus en fait les pluies que tu as ne sont que l'effet de l'évapotranspiration des végétaux et de la recondensation en pluie, etc. D'accord. C'est de la pluie, donc c'est de la condensation qui s'ajoute à des nuages déjà au préalable dus à l'évaporation du cycle de l'eau, ou alors c'est vraiment la forêt qui transpire et qui fait précipiter sa transpiration plus loin? C'est les deux, c'est-à-dire que à la surface des océans, tu as une partie d'évaporation pour le coup, qui va créer des nuages qui vont être aspirés justement par ce qu'on appelle la pompe biotique, donc au-dessus des forêts. En gros, ces forêts, en émettant, en faisant pleuvoir, elles vont transformer de la vapeur d'eau qui prend beaucoup d'espace dans la colonne d'air en gouttes d'eau qui prennent peu d'espace. Donc ça va faire un effet de dépression, d'aspiration. Et donc ça va aspirer comme ça l'air du large. Donc c'est le mécanisme de la pompe biotique qui a été décrit par Makarieva et ses équipes, qui sont des scientifiques russes à la pointe de ça, et qui maintenant commence à être étayé par beaucoup d'autres équipes internationales. Mais en gros, les grandes forêts du globe aspirent comme ça des masses d'air chargées en humidité depuis l'océan. Et ensuite, cette humidité, elle va précipiter une première fois, au bout de 100 km, ou d'avant, grâce aux forêts qui émettent ces microparticules. Puis une deuxième fois parce que ça va être réévapotranspiré puis reprécipité, etc., etc. Tant et si bien que tu vois au-dessus de l'Amazonie, une goutte d'eau qui pleut une première fois parce qu'elle arrive de l'Atlantique, elle va faire 4 à 5 à 6 cycles comme ça de nuage, pluie, nuage, pluie, nuage, pluie. Donc ça, plus des grands vents, etc., ça vous fait des vraies rivières célestes qui vont alimenter d'autres zones géographiques qui normalement devraient être des déserts. C'est le cas par exemple du nord de l'Argentine, à la frontière avec le Brésil et le Paraguay, là où il y a les chutes d'Iguassou. On se rend compte que le débit des chutes d'Iguassou, qui sont les plus larges au monde, elles dépendent directement du taux de déforestation en Amazonie. Wow. Plus on déforeste, moins Exactement. Il y a de débit. Donc on a déjà perdu un cinquième du débit des chutes d'Iguassou, et c'est directement lié aux grandes campagnes de déforestation qu'on a eues sous Bolsonaro, etc., depuis 20 ans au Brésil. Donc pour en revenir à ta question,
le moins tu as d'arbres dans une forêt, le moins tu as de capacité de la forêt à créer ses propres pluies. Tu as d'autres mécanismes qui font que les forêts créent leur propre approvisionnement en eau, dont un qui n'est pas connu du tout mais qui est fondamental, c'est la capacité de la photosynthèse à créer de la condensation. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la photosynthèse, bon, elle chope des molécules d'eau, elle chope du CO2, elle les combine avec l'énergie du soleil, elles en font des molécules de glucose, donc du sucre. Hein, ouais. Donc ça emprisonne du carbone, ça crée des grosses molécules. Ouais, ça, on le sait. Vous avez tapé tout de suite formule chimique du sucre, vous allez voir, il y a du C partout, il y a du carbone, effectivement. Exactement. Carbone, hydrogène, oxygène, et voilà. Donc ça c'est les chaînes de glucose. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en construisant ces grosses molécules avec des petites molécules, d'eau et de CO2, qui sont des petites molécules, forcément, la feuille, elle crée plus de liaisons atomiques. Parce que pour construire une grosse molécule, il faut construire plus de liaisons atomiques. Donc il faut emprisonner de l'énergie sous forme de liaisons atomiques. Donc en gros, la photosynthèse, c'est un processus endothermique, c'est-à-dire qu'il va créer du froid en emprisonnant comme ça de l'énergie à travers des petites liaisons atomiques. Et donc ça veut dire que sur les premiers microns, sur les premiers nanomètres à la surface de la feuille, vous avez beaucoup de degrés Celsius en moins que dans le reste de l'air. Et donc comme sur votre pare-brise, ça fait un effet de condensation qui va comme ça absorber avec un courant, ça va créer son propre mini courant d'air ascendant comme ça. Et puis quand vous avez des journées chaudes comme ça va plaquer un petit peu d'humidité que la feuille va réabsorber à travers ses stomates et voilà, elle va récupérer une partie de l'eau qu'elle évapotranspire comme ça. Et puis l'autre grand mécanisme, c'est celui de la rosée. C'est-à-dire que, et lui il est fondamental pour l'approvisionnement des arbres et des plantes, c'est que plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Donc en journée, l'air il contient, en été par exemple, l'air il contient pas mal de vapeur d'eau. Mais quand le soleil disparaît, la température de l'air elle va chuter très vite. Et donc toute cette vapeur d'eau qui a été contenue dans l'air, elle va... C'est sauf qui peut, tu vois, elle va recondenser et donc elle va se coller sur toutes les surfaces qui peuvent la recevoir. Donc les feuilles, le parterre, le bitume. Et ça c'est quand ça se refroidit un peu, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est le brouillard en quelque sorte qui reste. Je parle du brouillard en zone tropicale. Alors le brouillard en zone tropicale, c'est l'évapotranspiration rendue visible parce qu'elle est massive. C'est encore un petit peu différent. Mais non, mais c'est ce qui fait que le matin, tu te réveilles, tout est mouillé. C'est la rosée. Parce que l'humidité, la nuit, elle est partie sur des surfaces, elle a condensé sur des surfaces. Et donc ça, c'est... bon, ça dépend des zones, mais tu vois, ce phénomène de condensation de rosée, il approvisionne les plantes à hauteur de 30 à 50% de leurs besoins en eau. C'est immense. C'est immense. Et ça te donne l'idée que plus tu as une forêt qui est complexe sur l'aspect paysager, en gros avec des grands arbres, mais aussi des arbres moyens et des plantes au sol, plus tu as de surface qui peut recueillir cette rosée. Et donc plus tu as une forêt qui, chaque nuit, va recharger son propre sol en eau. Et une forêt qui est en bonne santé, elle peut stocker beaucoup d'eau dans son sol. En cas de problème, voilà. À certains moments, des canicules ou des sécheresses. C'est ça. Mais même, voilà. Donc là, tu vois, tu as déjà 3 mécanismes par lesquels les forêts entretiennent leur propre cycle de l'eau. Les pluies, le côté endothermique de la photosynthèse et la condensation de l'eau, voilà, passage à vapeur d'eau. Voilà. Donc, moralité, si on arrive à planter beaucoup d'arbres très vite... Combien? Vous avez fait le calcul? Ouais, ça se chiffre en dizaines de milliards. En fait, moi, dans mon bouquin, j'ai séquencé les 4 grands types de forêts, donc forêt boréale, forêt tempérée et méditerranéenne, forêt tropicale et forêt dans les zones arides. Et donc à chaque fois, tu as des spécificités, donc tu as des manières de reforester qui sont différentes, les animaux ont des rôles différents, c'est très important, j'y reviendrai après. Mais le fait est qu'à chaque fois, je donne un peu les chiffres du nombre d'arbres qu'il faudrait replanter, sur quelle surface et comment. Donc ça se chiffre en plusieurs centaines de milliards d'arbres, ce qui n'est pas hors de portée non plus. En gros, si tu veux, la surface qu'on peut reconquérir avec des forêts, elle équivaut à peu près 1/3 de la surface des forêts actuelles. D'accord. Donc ça, c'est ce que nous dit par imagerie satellite l'école polytechnique de Zurich. Donc tu vois, ça fait à peu près la surface de l'Amérique du Sud. Donc toute l'Amérique du Sud. Ouais. Pas l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Et donc c'est quand même assez énorme.
Et en fait, on a des travaux de terrain, pour le coup, où tu as des agronomes en Jordanie qui ont réussi à reforester le désert de Jordanie, près de la mer Morte, qui est un des plus arides et un des plus salés au monde. Donc, ça pareil, je relate dans le bouquin, avec des techniques qui sont un peu inspirées de l'hydrologie régénérative, hein, mais à condenser le peu d'humidité que tu as dans des petits fossés. Tu plantes des espèces pionnières d'arbres qui vont résister au soleil et faire un petit peu d'ombre, qui vont permettre à d'autres espèces de venir, et ainsi de suite. Sur 30 ans, tu peux avoir une forêt assez diversifiée qui sera de taille suffisante pour entretenir son propre mécanisme du cycle de l'eau, fixer l'aridité, etc. et se redéployer toute seule. Bon, mais ça, dans ces zones arides-là, c'est pas modélisé par les scénarios satellites de l'École Polytechnique de Zurich. En fait, si tu veux, potentiellement, on pourrait même aller au-delà en termes de surface forestière qu'on pourrait recoloniser. Et donc ça, c'est des projets comme la Grande Muraille Verte, par exemple, au Sahel, ou le Grand Mur Vert en Chine. Les Chinois, ils sont très en avance sur leur agenda là-dessus. Ils ont déjà planté 70 milliards d'arbres depuis les années 80, avec des résultats assez spectaculaires. Ça fait un peu mal de le dire, parce que c'est pas un modèle de société, voilà, mais la Chine, depuis les années 80, donc dans le nord du pays, ils ont réussi à freiner un peu l'avancée du désert de Gobi, hein, qui avance avec le changement climatique. Dans les années 80, Pékin subissait une douzaine de tempêtes de sable par an. Des poussières qui étaient charriées par les vents du désert de Gobi. Maintenant, c'est environ 2, justement parce que dans ces régions-là, on a reforesté de manière massive. Les 12 mars en Chine, c'est la journée nationale de l'arbre où chaque enfant, dans ces 3 régions du Nord, sont censés planter 3 arbres. Bon, donc ce qui fait que ça fait des milliards de plants. Même l'armée a été mobilisée pour ça. Donc la Chine a compris que la reforestation massive, c'était important. Donc voilà, on a des grands projets de reforestation dans les zones arides. Et mon calcul, c'est que si on le fait de manière un peu sérieuse, c'est l'équivalent de 12% de nos émissions annuelles que d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, on pourrait remettre dans les sols chaque année. Rien que dans les zones arides. Donc voilà. Donc moralité, pour que les forêts de demain résistent aux propres changements climatiques qui s'accentuent, il faut planter vite et fort. Parce que si tu plantes pas vite et pas fort, les forêts sont pas assez puissantes pour résister d'elles-mêmes aux changements climatiques. Et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on coupe des forêts et donc on affaiblit les forêts aux effets même des sécheresses, etc. Tu penses quoi du plan de Macron qui avait parlé de, je pense, planter 1 milliard ou 2 milliards d'arbres, mais qui a fait ça sur une zone où il y a déjà eu une déforestation. Ça, c'est, je veux dire, si je voulais aller, si tu devais donner une sorte de débriefing sur l'état de la reforestation en France notamment, et surtout l'état des forêts en France. J'ai entendu pas mal de chercheurs, dont celui qui fait ta préface, Marc-André Sellos, qui me dit que l'état des forêts en France est catastrophique. Moi, je m'y connais pas en arbres, je sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai eu Serge Jacquat aussi sur cette chaîne, qui, lorsqu'il était à Bruxelles, on a marché dans le quartier, et il me dit, mais l'état des arbres, c'est une catastrophe. Il arrivait à voir que les arbres étaient limite morts, que ça allait pas du tout. Où est-ce qu'on en est là, dans l'état des lieux ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on a à peu près la moitié de la surface forestière qui est en fait, grosso modo, des cultures d'arbres, de la sylviculture, donc avec très peu d'espèces. Et donc ça, très mono, très les mêmes, quoi. Voilà. C'est ça que tu veux dire. Et d'ailleurs, 80% de la reforestation en France est en monoculture. Alors, encore en ce moment ? Encore en ce moment, donc de moins en moins parce que justement, on commence à comprendre. Donc côté oui, ONF, que s'il y a un feu de forêt, tout part, alors qu'il y a des arbres qui résistent un peu mieux et tout ça. C'est-à-dire que quand tu plantes une forêt diversifiée, tu as des systèmes racinaires qui sont diversifiés. Par exemple, le chêne, il envoie des racines très profondes. C'est des racines pivots verticales qui vont très profond. Le hêtre, il envoie plutôt des racines sur l'horizontale. Donc quand tu enchevêtres un peu tous ces types de racines, on se serre les coudes. On se serre les coudes. En plus, tu as plus d'espèces de mycélium, donc de champignons qui peuvent connecter tout ça. Donc tu as une surface de contact au sol et de contact aux nappes phréatiques. Il y a l'eau du sol qui est beaucoup plus importante. Et donc tu as des forêts qui peuvent, l'été quand il fait très chaud, mais réexploiter plus de stock d'eau et donc résister beaucoup plus facilement aux sécheresses. Là où quand tu as une monoculture, tout le monde pompe, les racines elles pompent dans la même zone, donc quand il n'y a plus d'eau, voilà. De la même façon. Et puis elles crament facilement. Ouais. Voilà. Au Portugal est un exemple intéressant parce que eux, ils ont fait beaucoup de replantations en eucalyptus une vingtaine d'années.
Ils ont eu des gros incendies il y a à peu près 10 ans et c'est toutes les forêts en monoculture qui sont parties les premières. Et ils ont eu l'intelligence de ne pas replanter, de ne pas reforester comme ça. Et ils ont eu l'intelligence aussi de faire passer des chèvres, en fait, de redéployer une activité pastorale dans ces zones-là, dans les garrigues et puis dans les forêts. Parce que pour résister aux incendies, et ça c'est une voie du géomimétisme, mais on a besoin des animaux. Parce que les animaux, ils vont débroussailler. Ils vont débroussailler les sous-bois, ils vont faire en sorte qu'il y ait moins de biomasse inflammable. En Corse, on fait beaucoup ça aussi. Hein. C'est des vrais programmes de prévention des incendies qui fonctionnent très bien. En Corse, on a diminué le risque incendie grâce aux chèvres, avec des programmes de subvention de bergers. Donc ça, c'est important. Et puis dans nos forêts, disons plus tempérées, le rôle des cerfs, en fait des herbivores en général, il est très important pour entretenir justement ces sous-bois. Le rôle des sangliers aussi. Bon, et puis ces herbivores-là, ils sont importants pour diffuser les graines et permettre aux forêts de se reconstruire plus facilement là où tu as des endroits qui ont été bousillés. Et tu as tout un tas d'exemples passionnants. Tu vois, en Amazonie, par exemple, le tapir, c'est le maître reforesteur. C'est-à-dire qu'une bouse de tapir, ça contient plus de 100 000 graines de 24 espèces de plantes différentes. Parce que c'est un gros animal, il va manger une variété de fruits qui est très différente. Des glands, des trucs un peu costauds avec une coque. Une bombe végétale quelque part. Exactement. Dans laquelle en fait il y a naturellement de ce terreau fertile, c'est le cas de le dire, en fait l'émergence de plein d'espèces différentes en même temps. C'est génial. Exactement. Ouais. Et là, tu as même une dimension magique, c'est-à-dire que bizarrement le tapir, il adore aller faire ses excréments dans des zones qui ont été ratiboisées ou abîmées par le feu. Il est attiré par ces zones-là. Et là-dessus, tu as son pote, le bousier, qui fait la seconde partie du travail, c'est-à-dire qu'il va mettre sous le sol les bouses de tapir qui sont... Donc ça, tu retrouves d'ailleurs cette alliance dans la savane africaine entre le bousier et le gnou, qui font que le sol des savanes, quand il y a des gnous, est très fertile. Bref, mais pour en revenir en forêt, et à ta question sur Macron, en fait, c'est absolument un non-sens de couper des forêts à un endroit pour en replanter d'autres. La compensation, donc couper des vieux arbres pour replanter des jeunes arbres, ça ne sert à rien, c'est une impasse. Plus l'arbre est vieux, plus l'arbre est grand, plus il capte de carbone. Parce que sa capacité à enfouir du carbone dans son système racinaire et dans les sols est proportionnelle à la taille de son houppier, donc à la taille de sa biomasse extérieure. Donc il faut protéger les anciens arbres. Voilà. Pour tout un tas de raisons, en plus, raisons de biodive, etc. Il y a une étude qui est passionnante sur le rôle des éléphants de la forêt équatorienne africaine, des éléphants de la forêt du Congo, qui montre que quand tu as des éléphants, tu as 2 fois plus de biomasse aérienne dans les forêts. Parce que les éléphants, ils vont se nourrir, piétiner et élaguer des buissons, des petits arbres frêles, etc. et sélectionner des arbres qui, du coup, quand ils vont survivre, vont pousser beaucoup plus haut. Donc en gros, si tu veux, c'est un accélérateur de sélection des arbres les plus costauds, les éléphants. Et donc, du coup, les arbres qui vont survivre vont avoir moins de concurrence, vont pousser plus haut, vont faire beaucoup plus de branchage et du coup beaucoup plus de racines. Tant et si bien que on a calculé même que, en gros, une portion de forêt du Congo où tu n'as pas d'éléphants capte 10 fois moins de carbone qu'une portion de forêt où tu as des éléphants. Et dans le 10 bouquin, fois moins, mais c'est des ratios gigantesque. C'est gigantesque. Dans les sols. Hein. Ouais. Et si on réintroduisait la population d'éléphants initiale, qui est 10 fois plus élevée que celle qu'on a actuellement, eh bien, donc j'ai fait les calculs, c'est l'équivalent de 100 millions de tonnes de CO2 qu'on pourrait capter chaque année. Donc, c'est les émissions d'environ 10 millions de Français. Donc, c'est beaucoup. Et ça, c'est le rôle des éléphants. Les émissions de la Belgique, voilà, ça me revient. Bah ouais, presque, tu vois. Et des exemples comme ça, t'en as partout. En fait, on se rend compte que les herbivores ont un rôle de dynamiseur fondamental pour les forêts, de protection des forêts, à la subtilité quand même qu'il y ait des carnivores. Et c'est là où c'est aussi important d'avoir la global picture, mais si tu n'as pas de grands carnivores,
Le risque, c'est que ces herbivores-là, ils restent sur place et qu'ils abîment pour le coup les végétaux plutôt que de les stimuler. Parce qu'il n'y a plus trop de régulation, quoi. C'est ça. Donc c'est ce qui s'est passé au Yellowstone, par exemple. On a éliminé tous les loups, tous les cougars, tous les ours, il y a une 50aine d'années. Et donc les populations de wapitis, donc de biches locales, se sont multipliées. Et surtout, elles ont changé de comportement, c'est-à-dire que pépouze, quoi, il n'y a plus de stress, donc on va rester sur place et on va brouter les jeunes arbres jusqu'à la trogne et on va les faire mourir. Donc tu as plein d'arbres, surtout en fond de vallée, qui sont morts comme ça. Donc tu as eu plus d'érosion et donc rivière moins poissonneuse, moins d'oiseaux, moins d'insectes, etc. Et puis un gros cercle vicieux qui a été, pour le coup, interrompu quand on a réintroduit le loup. Donc les wapitis ont recommencé à bouger. Donc ça, voilà, avoir des herbivores, c'est hyper important, mais des herbivores qui bougent constamment, de manière à stimuler la pousse des plantes sans les abîmer trop. C'est impressionnant de voir cette interaction qu'on a, j'ai l'impression, sapé avec notre modèle extrêmement productiviste et qu'on n'a pas du tout fait gaffe à toutes ces interactions. Surtout, j'imagine bien qu'entre 1850 et aujourd'hui, on a aussi appris énormément de choses sur les méthodologies de fonctionnement et sur les liens intrinsèques qu'il y a dans le vivant. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu m'as raconté justement sur l'éléphant. Et on va quitter un petit peu les forêts. J'ai envie de passer par la mangrove quand même un petit peu après, mais j'ai envie d'aller dans les océans. Aussi, capture de carbone importante et sur cette chaîne, on a découvert pas mal de choses, notamment qu'on stocke énormément le carbone en profondeur. Et que les baleines, et ça je l'ai découvert grâce à toi, sont des sortes de vers de terre, s'il fallait faire une comparaison, mais des océans, et justement aussi que les poissons avaient cette capacité de refroidir le climat. Alors on empêche beaucoup du poisson, mais explique-nous, et là on dérégule pas mal, même si je sais que si on lève le pied, c'est une population qui peut aussi très vite se remettre en place. Mais comment est-ce que tu nous expliques justement cette capacité de refroidissement du climat et qu'est-ce qu'on entend par les baleines sont comme des vers de terre? Alors, dans les océans, tu as deux manières de capter du carbone. Tu as ce qu'on appelle la pompe physique océanique. Donc le carbone, enfin le CO2 à la surface de l'eau, il va être dissous dans l'eau, il va se transformer en carbonate, enfin voilà, et en acide carbonique, ce qui pose un problème parce que ça acidifie nos océans. Donc voilà, tu as une partie du carbone qui comme ça va passer d'un état physique à un autre. Et tu as une partie de ce carbone qui va être absorbée par la vie marine. Et notamment le plancton, à la base de tout. Le plancton, il fait de la photosynthèse. Toutes les espèces de phytoplancton, c'est la moitié de la biomasse qui est produite chaque année sur Terre. La moitié, hein. Ouais. C'est immense. C'est immense. Donc, tout ce qui est biomasse, végétaux et animaux. Ah oui, donc tout compris. De la biomasse végétale, de la biomasse primaire. Donc primaire, en gros, c'est de la biomasse végétale. Ouais, d'accord. Et donc ces petites algues, elles font de la photosynthèse, elles accumulent du carbone dans leurs organismes, elles se font bouffer par tout le reste de la chaîne alimentaire. Et tu as évidemment une partie de ces 50 gigatonnes de carbone de biomasse planctonique qui va couler sur le plancher océanique ou qui va être mangé par des poissons, des baleines, etc., qui vont mourir et les cadavres vont couler sur le plancher océanique, plus tous les excréments de ces animaux qui, pareil, vont couler sur le plancher océanique. Ce qui fait que quand tu arrives à des grandes profondeurs, tu as ce qu'on appelle la neige marine, donc des petites particules organiques qui vont comme ça perler et puis arriver sur le plancher. Une fois que tu es sur le plancher, tu as une partie de cette matière organique qui va repartir dans la vie parce que tu as un homard qui va bouffer un cadavre, qui va se faire bouffer par une pieuvre, ça va repartir. Mais tu as à peu près 2% du total de cette matière organique qui va se transformer en sédiment, donc en vase. Une vase, c'est gris foncé, hein, quand vous allez sur la côte, c'est parce que c'est riche en carbone. Donc qui va se transformer en sédiment, qui va se transformer en hydrate de méthane. Donc là, en gros, parce qu'en gros, sur le plancher océanique, tu n'as pas d'oxygène, en fait, tu en as très peu. Donc tu as des petites bactéries qui vont dégrader la matière organique, mais ils ne vont pas pouvoir faire du CO2, ils vont faire du méthane. Sauf que le méthane, avec la pression de l'eau, il ne va pas pouvoir repartir directement en l'air, il va se transformer en glace, il va cristalliser. Donc c'est une caltrate de méthane. En fait, on estime qu'il y a beaucoup plus de carbone qui est stocké en glace de méthane comme ça que de carbone qui est stocké en pétrole. Ah ouais? Ouais, mais non, c'est colossal. Depuis des millions d'années, c'est du carbone qui est accumulé comme ça. C'est en dessous de 400 mètres de profondeur. Moralité, plus tu as de vie marine, plus tu as de carbone qui finalement va finir par sédimenter comme ça. Plus ton ascenseur, ta pompe biologique à carbone, elle est forte dans tes océans.
Donc c'est là où déjà tu comprends qu'il faut arrêter la surpêche parce que on a divisé par 2 le total de la biomasse marine de la planète. C'est quand même, ça représente beaucoup de carbone en fait qui ne coule plus sur le fond des océans. Et puis on a besoin de tous les animaux. C'est-à-dire que effectivement les poissons, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des reins qui turbinent parce qu'ils vivent dans une eau salée et ils ont besoin de s'hydrater. Donc il a besoin de boire le poisson. Donc il boit une eau qui est salée, il faut qu'il dégage ce sel-là. Donc ils ont des reins qui pulsent en permanence et qui vont encapsuler le sel dans les tissus dans du carbonate de calcium. Donc ils vont choper du carbone qui est dissous, ils vont faire des petites boulettes avec le sel et ils vont excréter ça. Et donc ça, c'est une partie du carbone qui va tomber au fond de l'eau, mais c'est surtout une manière pour les poissons de désacidifier l'eau. Donc voilà, les océans s'acidifient avec le changement climatique, mais près des bancs de poissons, on observe que l'acidité est moindre. Donc c'est très bon pour tout le monde. Donc, et en cela, on peut dire qu'ils refroidissent le climat, puisque ça envoie du carbone par le fond et de ces différentes manières. Et puis on a besoin des gros animaux aussi. Et les baleines, vers de terre des océans, parce que les baleines, elles ont une particularité un peu magique. Alors, c'est dans mon chapitre sur les cachalots que je parle de vers de terre, parce que, en gros, le cachalot, un des recordman du monde de la plongée, ça te plonge à 2,5 km sans besoin de blindage. Ouf, ça va les oreilles. Voilà. Okay. Il y a une baleine qui fait mieux, c'est la baleine de Cuvier, une espèce assez mystérieuse, on ne comprend pas trop, mais qui plonge à 3,5 km. Wow. Bref, et donc le cachalot, il va se nourrir exclusivement de céphalopodes, de calamars, qui se nourrissent d'animaux des fonds marins. Et donc le cachalot, lui, il va ramener tous ses nutriments et déféquer en surface. En surface, il y a moins de pression, donc c'est plus facile d'aller aux chiottes, quoi. Là, voilà, c'est ça, de sortir un bloc un peu plus liquide. Ouais, d'accord. Exactement, tu as tout compris. Et c'est un purin, ce qu'on dit purin pour les baleines, qui est extrêmement riche en fer. Et dans les océans, c'est souvent le fer qui est le facteur limitant de la croissance du plancton. Le fer, c'est essentiel pour créer de l'ADN et en fait, surtout conduire l'oxygène dans les organismes. Ton sang, il est riche en fer et c'est ça qui fait que l'oxygène circule. Bref. Donc souvent dans les océans, c'est ça qui limite la pousse du plancton. Donc à chaque fois qu'une baleine remonte et défèque, tu as une nouvelle génération de plancton qui peut fleurir. Donc tu as une mini-explosion de plancton autour de chaque acte de bravoure de nos amis cétacés. Et donc à chaque fois, c'est du carbone qui est reséquestré dans l'eau et qui redémarre, les poissons qui rabliquent, le zooplancton, machin. Donc la particularité des baleines, c'est que donc, le cachalot, ils font ça de manière verticale, comme les vers de terre, ils ramènent la fertilité du fond des océans jusqu'en surface. Et tu as des baleines qui font ça de manière horizontale par leur migration. Donc tu as beaucoup de baleines à bosse, baleines franches, baleines bleues, qui se nourrissent, qui passent une partie de leur temps dans les pôles. Donc au printemps, quand il y a floraison de vie dans les pôles, quand il y a du cri, la foison, etc., qui concentrent tout ça dans leurs intestins et puis qui entament une grande migration et qui défèquent à plusieurs milliers de kilomètres. Voilà, moi, entre le lieu dans lequel je me nourris et le lieu dans lequel je défèque, entre chez moi et mon bureau, il y a à peu près 2 km. Bon, le cycle de mes nutriments en moi, c'est 2 km. Une baleine, c'est plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres en migration. Donc ce qui fait que tu as des baleines, tu vois, en plein Pacifique, c'est vraiment des déserts biologiques, il y a peu de nutriments parce qu'on est loin des côtes, c'est les baleines qui permettent de charrier comme ça des explosions de vie à chaque fois qu'elles défèquent, qu'elles urinent ou qu'elles meurent. Parce que le cadavre de baleine, c'est aussi une oasis de vie quand ça tombe sur le plancher océanique pour tout un tas d'animaux qui vivent là. Et donc, y a des calculs là-dessus dans le bouquin. Il se trouve que tu vois, une étude incroyable de l'université d'Harvard qui dit que les 4 espèces principales de baleines de l'Antarctique, avant la grande chasse aux baleines, donc il y a 2 siècles, quand elles avaient leur population d'origine, permettaient 12% de toute la vie marine du globe. C'est immense. Voilà, juste de par le cycle du fer. On en a fait des bougies, quoi. Voilà, on en a fait des lubrifiants pour machines, des bougies. D'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, c'est que, en gros, c'est l'exploitation des baleines, graisse de cachalot, etc., qui a fait la première révolution industrielle aux pour les machines, pour les lumières aussi à l'huile de baleine.
Mais le pic d'éradication des baleines, ça a été après la Seconde Guerre mondiale, où les baleines étaient, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été classées réserve stratégique parce qu'avec la graisse de baleine, tu pouvais faire de la glycérine, tu pouvais faire des lubrifiants de pointe pour les tanks, etc. Et donc, tu as eu des expéditions, même les nazis ont conduit des expéditions à la fin des années 30 en Antarctique pour cartographier les bancs de cachalots, etc., pour les exploiter. Bon, sauf que après la guerre, tu passes de petits navires à des trucs qui ont des harpons avec des canons, et là, tu as une grosse éradication des grandes variétés de baleines, quoi. Mais c'est incroyable, parce que tu le dis dans ton livre, effectivement, si les cétacés ont frôlé l'éradication, c'est justement parce que tout ça ensemble, cette grosse méga machine qui a été lancée, a eu un impact colossal. Alors, régénérer les océans, donc ça veut dire zone marine protégée, réellement, pour permettre en fait aux baleines de perdurer, quoi, en quelque sorte. Alors, il y a des bonnes nouvelles, c'est que quand on leur fout un peu la paix aux baleines, elles se reproduisent vite. On a déjà presque intégralement reconstitué les populations de baleines à bosse, qui pourtant a été bien chassées. Et si tu prends le cas de la baleine franche australe, par exemple, on a frôlé l'extinction avec, tu vois, un moment, il y a 20 ans, tu n'avais plus que 7500 individus, maintenant tu en as déjà 20 000, donc tu as fait x 3,5, ouais c'est ça, en 20 ans, juste parce que tu leur as foutu un peu la paix. Et ça, en termes de ROI, pour une politique publique, c'est pas mal. Et puis il y a un autre truc aussi qui est assez beau à observer, c'est que si tu prends par exemple celui des baleines bleues, il se trouve qu'on se rend compte que les populations de krill, qui est la proie principale des baleines bleues, donc ces mini-crevettes qui se nourrissent des planctons dans les océans australes, plus tu as de baleines bleues, plus tu as de krill. Pourtant, une baleine bleue, ça te bouffe 13 tonnes de krill par jour. C'est bizarre, hein, mais c'est justement parce que la baleine bleue défecte des nutriments qui permet à une nouvelle génération de plancton, une nouvelle génération de krill de se redéployer, etc., etc. Donc c'est un peu contre-intuitif par rapport à nous, notre logique humaine, où on se dit plus tu as de prédateurs, moins tu as de proies. Parfois, dans les océans, c'est un peu l'inverse. Et c'est aussi le cas pour ce qu'on appelle la pêche écologie. Donc c'est ce concept inventé par Lallieu Didier Gasquel, qui est un conseiller scientifique de l'Ifremer, etc., qui est un très grand monsieur, qui a théorisé ce concept de pêche écologique qui consiste à faire un enchevêtrement de zones marines réellement protégées, comme tu le disais, hein, parce que là, pour l'instant, en Union européenne, les zones protégées marines sont plus exploitées que les zones non protégées. C'est quand même, voilà. Mais quand tu les protèges réellement, sur des endroits stratégiques où tu sais que les poissons vont venir se reproduire, eh bien, tu as des vieux poissons qui peuvent vieillir et donc produire de plus en plus de descendants. Parce que, contrairement aux espèces terrestres, plus un poisson est vieux, plus il produit d'œufs. Tu as des exemples, poisson-lune, le truc, en une portée, 300 millions d'œufs. Les vieux spécimens. Et donc, si tu n'es pas trop débile et que tu arrives à cartographier les bonnes zones de reproduction, en fait, les recrutements des larves de poissons peuvent être très efficaces. Des nouvelles générations, tu peux relancer les populations de poissons assez vite et ça bénéficie aux zones de pêche alentour. Tu as cet exemple de l'aire marine de Great Keppel au large de l'Australie, qui couvre à peu près un quart de la grande barrière de corail. On en a fait une zone sanctuaire. Et résultat, c'est dans les zones aux alentours de cette aire-là, 50% du poisson que les pêcheurs pêchent viennent de cette zone protégée. Et donc tout le monde est content. Voilà. Il faut juste quelques années on ralentit un petit peu la pression pour laisser le temps aux poissons de se redéployer. Puis il faut arrêter le grand chalutage. Et je terminerai peut-être là-dessus, parce que ça c'est important d'avoir en tête aussi. Mais donc je vous parlais de l'accumulation de sédiments de carbone sur les fonds des océans. Et forcément, quand tu passes ton chalut, quand tu passes ta scène d'énersal, tu pètes tout. Et en fait, tu remets en suspension tout le carbone qui a été accumulé dans le fond. Tu rajoutes des émissions de carbone en plus. Exactement. C'est mesuré, ça a été calculé, ça ? Ça a été calculé. C'est un papier de recherche qui a été co-construit par Bloom et des chercheurs qui montre que le score carbone de la pêche dans le monde, c'est à peu près 1,5% de nos émissions. Pour 0,5%, c'est le fuel des bateaux, etc. Parce qu'il faut quand même 8 litres de gasoil pour 1 kilo de poisson pêché avec des navires-usines. Hein, tu vois, c'est des gouffres énergétiques. C'est pas du tout rentable, contrairement à la pêche artisanale. Mais c'est surtout 1% des émissions, c'est tout ce CO2 qui est raclé, qui est remis en suspension. Il faut savoir que
la surface de nos océans qui est raclée par des filets chaque année, c'est 3 fois la surface de la France. 3 fois la France chaque année, T'imagines? dans tous les océans du Ouais. monde. Donc en fait, on pète la biodiversité et puis on n'a même pas parlé des animaux qu'on n'est pas supposé pêcher, mais qu'on pêche et qu'ils meurent. Parce que bon, voilà, j'imagine qu'il y a un problème à partir du moment où tu es pêché si bas et en profondeur et que tu remontes trop vite. Je pense qu'il y a un bassin natatoire qui explose, il se passe plein de choses. Et puis, ces espèces qu'on ne va pas manger, ils les rejettent à la mer. Et en se disant, bon, bah, la vie va en faire son truc, mais on détruit des trucs, enfin des personnes, on détruit des êtres vivants qui ont rien demandé. Je savais pas que le chiffre était aussi élevé en matière d'émissions de carbone depuis le fond des océans. C'est un chiffre assez hallucinant. Rapidement, l'ennemi qui a été considéré un peu comme ennemi commun à cause de Steven Spielberg en partie, les dents de la mer, je pense aux requins, en voie d'extinction aussi, mais lui aussi, il est super important et primordial. Alors moi, il faut que tu m'expliques comment est-ce que le requin un rapport. Alors d'accord, on a compris que tout est intrinsèquement lié et s'entremêle en matière de transformation, récupération du carbone, mais comment est-ce que le requin est aussi important en matière de capture de carbone là? Alors le requin, il est fondamental à la bonne santé du puits de carbone océanique parce que, alors ça dépend des espèces de requins, mais si tu prends les requins à pointe noire ou les requins de récif, ils vont chasser des poissons qui se nourrissent de coraux. En fait, c'est comme les herbivores sur Terre. D'accord. Ils vont pousser les poissons à pas trop s'attarder sur un corail et à pas trop le défoncer. Ok. Et donc poissons ça se régule perroquets, quoi. Voilà. Oui, puis surtout le broutage des poissons perroquets ou d'autres variétés de poissons sur les coraux va être superficiel, donc ça va pas trop les abîmer. Et les coraux, ils accumulent du carbone. Hein. Le squelette des coraux, c'est du carbonate de calcium, carbonate, carbone. Et donc voilà, tu vois, les coraux... C'est du stockage. Hein. Ouais, c'est du stockage. Les coraux, ça stocke l'équivalent de 0,3% de nos émissions chaque année. Potentiellement plus si on leur permet de se redéployer. Donc tu vois, pas mal. Mis bout à bout, ça finit par faire beaucoup. Donc les requins protègent les récifs. Et puis on a d'autres phénomènes de protection. Alors, je te disais que les poissons, ça fait du bien pour le climat, mais les requins, ils éliminent les poissons malades qui peuvent contaminer les bancs. Tu vois, ils opèrent cette sélection naturelle sur les poissons, ce qui fait que en fait, plus tu as de requins, plus tu as de poissons. Encore une fois, c'est contre-intuitif. Et des poissons qui bougent, donc ça c'est bien. Et puis, si tu prends l'exemple du requin-tigre, par exemple, on a montré qu'au large de l'Australie, dans les zones où les requins-tigres patrouillent, tu as plus de carbone dans les herbiers marins. Donc tu as des grandes prairies sous-marines avec des herbiers marins. En Méditerranée, tu as la posidonie. Tu vois, en fait, c'est des plantes à fleurs sous-marines. C'est pas vraiment des algues, mais bon, bref. Et ça stocke beaucoup de carbone. Sauf que quand tu n'as pas de requins, tu as les dugongs, donc c'est ces espèces de vaches de mer, hein, les lamantins, enfin les lamantins aux Amériques, donc c'est les dugongs dans le Pacifique, qui, pareil, vont être pépères, donc vont brouter ces herbiers marins jusqu'à la racine et les abîmer. Alors c'est des trucs qui poussent très lentement. Par contre, quand il y a un requin-tigre dans les parages, c'est un peu stressant, donc le dugong, il le sent, et il broute de manière beaucoup plus superficielle. Donc il remue pas toute la vase, tous les sédiments, donc il remet pas tout ce carbone en suspension, et puis il abîme pas trop les plantes, et donc la captation du carbone est plus importante. Ça a été chiffré dans le bouquin, ça m'échappe, mais le lien en description, voilà. Faites-vous plaisir. Je voulais vite revenir à la mangrove. La mangrove, j'ai eu la chance d'en découvrir au Sénégal, mon pays d'origine. C'est assez impressionnant, hein, et la mangrove où j'étais, elle se mélange entre de l'eau salée et de l'eau douce, c'est un peu particulier, avec des espèces d'oiseaux que j'avais jamais vues. C'est très très beau. Ça s'appelle la Somone. Vous pouvez trouver la mangrove jusqu'à Ziguinchor, Kafountine, donc c'est la Casamance, une mangrove gigantesque dans laquelle on se laisse aller. À quel niveau est-ce qu'elle aussi, elle est aussi importante là-dedans? Parce que moi je vois effectivement des arbres, des plantes qui sont à même près de l'océan, près des mers, en quelque sorte, mais j'arrive pas à comprendre le mécanisme. Tout ce que je peux te dire de mes propres yeux, c'est que ça pousse très vite. Ça, alors c'est peut-être là qu'on va trouver un petit indice. Quand j'étais petit une année, je suis revenu, il y avait une baraque qui était au milieu de la mangrove, et en gros, je me souviens qu'il n'y avait rien, et une année après, c'était rempli, et j'avais compris que ça se déployait vite. Est-ce que je touche un petit peu le bout ou pas, ou que je me rapproche ou pas? Non, ouais, effectivement, c'est très facile de replanter des mangroves, il suffit de planter des gousses.
Et d'ailleurs, le Sénégal est pionnier là-dedans en Casamance grâce à votre ex-ministre de l'Environnement qui avait fait un super travail là-dessus. Après que dans les années 80, on a eu un gros défrichage de ces mangroves parce que on a eu des sécheresses dans les terres qui ont poussé les populations sur les littoraux, dans tout le golfe de Guinée et plus au nord au Sénégal parce qu'il y avait, surtout parce qu'il y avait Sénégal-Mauritanie, parce qu'il y avait ce besoin de se tourner vers d'autres sources d'alimentation et notamment la pêche. Et donc il y a eu du braconnage dans les mangroves, etc. Donc il y a eu des projets de reforestation et effectivement l'éco-bénéfices sont monstrueux. Une mangrove par hectare, ça stocke 5 fois plus de carbone qu'une forêt tempérée classique. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que le palétuvier, donc l'arbre, l'espèce d'arbre, bon, tu as différentes espèces de palétuvier, mais en gros, c'est un arbre qui a les pieds dans l'eau. Et pareil, du coup, pour s'hydrater, il va devoir absorber une eau qui est salée. Et donc, excréter ce sel, le dégager de ses tissus autant qu'il peut. Et donc, pour faire ça, il va utiliser ses feuilles où, en fait, sur les feuilles des palétuviers, tu as des cristaux de sel qui vont apparaître au fil du temps. Et puis, quand la feuille est trop chargée en sel, paf, elle tombe. Et donc là, elle tombe dans l'eau. Tu as des crabes des mangroves qui vont choper ces feuilles-là et qui vont en manger la moitié, enfouir l'autre moitié dans un terrier. Donc, tu vois, c'est de la matière organique. Les crabes des mangroves, mon pied s'en souvient encore. Ouais. Mon pied s'en souvient très bien. Mais il y a un chapitre sur les crabes des mangroves parce qu'ils ont un rôle climatique. En fait, 80% de toutes les feuilles des mangroves qui tombent, c'est foutu sous terre par les crabes. C'est ce qu'on appelle la bioturbation. Et parfois, ils te pincent le doigt de pied, mais tout va bien. Voilà. Peut-être qu'un morceau de ton orteil est resté sous la vase et donc a stocké du carbone. Ça va, je l'ai gardé encore. mais du coup, tu vois, rôle précieux des crabes et le palétuvier produit 10 fois plus de feuilles qu'un arbre de terre classique. Pour 5 fois plus d'absorption et 10 fois plus de feuilles, donc de stockage aussi. C'est ça, 5 fois plus, parce que ça produit plus de feuilles tout le long de l'année, ça en perd plus, et puis après c'est réduit en vase. Et puis du coup, ça élève le niveau aussi du littoral. Et ça, c'est très intéressant quand tu as une montée du niveau des océans et quand tu as de plus en plus de tempêtes. Parce que, en fait, c'est la meilleure barrière qu'on puisse avoir. En gros, une mangrove en bonne santé, ça te met 1 à 2 mm en plus de hauteur chaque année par hectare. Et c'est peu ou prou la vitesse de montée des océans, un petit peu moins, mais voilà. Donc en gros, vous protégez les populations à l'arrière d'un événement climatique extrême qui amènerait l'eau à être plus élevée que d'habitude et qui pourrait ravager les terres, ou cas de tsunami, mais bon, le Sénégal, en tout cas les zones d'Afrique de l'Ouest ne sont pas sur des plaques tectoniques, mais ça c'est intéressant, donc ça veut dire qu'effectivement ça permet de protéger, de stocker davantage, d'où l'importance en fait de ces fameuses mangroves. Exactement, et donc j'ai fait les calculs de si tu replantes les mangroves sur leur surface initiale, je crois que c'est à peu près, de mémoire, c'est à peu près, gros c'est plus d'1% des émissions de CO2 que tu peux recapter. Donc c'est beaucoup, hein, mais encore une fois mis bout à bout. Et surtout, il y a un autre phénomène, mais c'est un peu nerdy. Voilà, non, vas-y, dis-nous. Dans les mangroves, et grosso modo dans toutes les zones de marais salés, tu as un phénomène qui est que tu as des bactéries sulfato-réductrices, des bactéries spéciales qui vont produire qui vont dégrader la matière organique et produire du bicarbonate, des ions bicarbonate, donc qui vont basifier le milieu, en gros qui vont lutter contre l'acidité. Et donc quand tu as la marée qui renvoie ces ions bicarbonate au large, tu as une baisse de l'acidité. Donc en gros, si tu veux, le combo gagnant, c'est la mangrove. Tu protèges les coraux, tu protèges les mollusques, tout. Tu as une super alliance entre la mangrove et les coraux. J'adore. Non mais franchement, les solutions, elles sont là. Je vais te piquer avec une vraie question. Bougez pas, ça va être dans quelques instants. Une question qui va être extrêmement importante. Avant ça, les algues, tu en parles aussi dans ton livre. Et là, je voudrais savoir, c'est pour en faire quoi? Pour en faire du biogaz, de la biomasse? C'est quoi l'idée? Parce que les algues, ça va très vite. Ça va surtout très vite lorsque il y a les cycles biogéochimiques qui sont complètement niqués, si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, tout ce qui ruisselle de l'agriculture et qui dope toutes ces algues et qui font les algues vertes et l'eutrophisation dans certaines zones. Mais toi, à quel niveau est-ce que tu suggères justement de pouvoir régénérer les algues en quelque sorte? Effectivement, alors on parle ni des algues vertes ni des sargasses, qui sont des espèces qui sont surstimulées par les effluents d'engrais.
et qui détruisent tout. Là, on parle des algues brunes, donc des laminaires. Donc ces grandes algues brunes que vous retrouvez sur des côtes bretonnes, qui font des grandes feuilles comme ça, qui parfois montent très haut et qui poussent effectivement très vite. Dans le Pacifique Nord, tu as des algues brunes comme ça qui prennent 80 cm en une journée. Tu trouves ça dans les lacs aussi, non? Non. Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Dans les eaux douces, alors tu as des algues vertes, mais tu as surtout des micro-algues. D'accord, ok. Mais là, pour parler climat, pour le coup, pour parler vraiment solution massive climat, moi je me suis surtout intéressé aux grandes algues brunes parce qu'on peut les cultiver facilement. Tu les mets, tu t'ensemences une corde et tu les fais pousser. Une fois par an, tu coupes et ça repousse de suite, tu vois. Direct, ok. Direct. Et tu récoltes beaucoup de biomasse. Et surtout, une algue brune, une fois séchée, c'est 50% d'huile. Donc c'est beaucoup plus oléagineux que toutes les plantes terrestres, le colza, le palmier à huile, etc. Donc quand tu veux faire du biocarburant, tu as besoin de beaucoup de lipides dans ton... Totalement. En fait, les algues, c'est surperformant. Et on parle de surperformance là, littéralement. Ouais. Tu peux faire du biocarburant, tu peux méthaniser ça, donc tu fais du biogaz. Pour répondre à une demande conséquente. Pour remplacer les carburants non fossiles, quoi. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Ça aussi, je démontre dans le bouquin, mais en gros, si tu plantes des algues brunes sur l'équivalent de 3% de la surface des océans, c'est énorme. C'est immense. Mais tu peux produire suffisamment de biocarburant pour remplacer l'entièreté de notre consommation de pétrole, de carburant. Après, c'est toujours du CO2 que tu ramènes dans l'atmosphère, mais à la fois, ce qui est beaucoup plus rapidement, si je comprends bien. Voilà, donc effectivement, le CO2, tu le ressors et tu le recaptes. Donc là, je parle les mêmes algues. Voilà. Donc tu deviens un peu neutre sur le plan de ta production de biocarburant. Mais ce n'est pas du carbone que tu remets dans le sol. Voilà. Mais il y a une partie du carbone qui repart dans le sol parce que, en gros, ces algues-là, donc elles te produisent beaucoup de biomasse, mais elles te produisent aussi beaucoup d'oxygène parce que ça fait de la photosynthèse, donc ça absorbe du carbone, ça fait de l'oxygène. Donc ça va attirer des poissons, ça va permettre aux poissons de développer des super acides gras et de se multiplier. Donc ça, c'est bon pour le climat. Ça crée plus de flux de sédiments, du coup, vers le plancher océanique et donc c'est bon pour le climat. Et surtout, tu peux combiner des rideaux d'algues que tu exploites pour faire des bioplastiques aussi. On sait faire toute une gamme de bioplastiques, de biocuir avec des algues. Et en vrai, on n'a plus trop besoin de pétrochimie avec des algues. Bref, donc tu récoltes tes algues, mais entre-temps, tu fais passer des petits chaluts avec des lignes pour pêcher du bar, des dorades et d'autres espèces de côtes qui adorent ces milieux-là. Et puis en dessous, tu fais de la conchyliculture, donc de la coquille Saint-Jacques, des huîtres, etc. Et tu as un modèle comme ça de permaculture marine qui capte beaucoup de carbone et qui produit beaucoup. Et qui est tout à fait compatible d'une exploitation durable, d'une petite pêche artisanale, etc. Et qui pourrait redynamiser comme ça tout notre tissu littoral en France, où, tu vois, moi je viens d'un petit port de pêche, Ouistreham, dans le Calvados. J'ai vu quand j'étais petit, il y avait une vingtaine de bateaux, une flottille qui partait tous les jours. Maintenant, tu n'as plus que 2 bateaux qui vont pêcher parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est ça. C'est les gros chalutiers qui piquent tout, quoi. Voilà. Mais si tu tu relances une autre économie. C'est ça. Et puis, tu le fais intelligemment. C'est-à-dire que tu plantes des rideaux d'algues sur des cordages, tu le fais dans des embouchures de fleuves. Tu nettoies en fait tous les surplus d'azote et de phosphore qui vont eutrophiser, parce que les algues, elles s'en nourrissent. Voilà. En plus, tu boostes ta production, quoi. Ouais, mais ça n'a que des avantages. C'est le paradigme de l'algue, pour moi, c'est la prochaine grande révolution. Ouais. C'est comme l'agriculture sur Terre. Tu vois, on est passé de la chasse à l'agriculture. Bon, là, on pourrait passer de la pêche un peu sauvage à une espèce de polyculture élevage en mer avec des rideaux d'algues. Voilà. Et justement, c'est là que je vais t'envoyer la pique suprême. Tu m'as envoyé plein de solutions et merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien de l'autre côté de regarder ça, d'écouter ça, on se rend compte de la masse de choses, des interactions et de se dire ok super, on fait de la mangrove dans tel endroit, on fait des algues dans tel autre endroit, on protège les baleines et on réintroduit dans tel endroit et on trouve plein de solutions et qui peuvent potentiellement être économiquement viables. Mais justement, potentiellement,
Je t'avais posé la question en disant, mais ok, les solutions sont là, pourquoi on les met pas en place? Tu as expliqué plein de raisons. Je vous invite à revoir au début. Ça va être très important pour cette ultime et dernière question. C'est lent, tout prend du temps, on fonctionne aussi avec un schéma de croyance, etc., etc. Et puis des intérêts d'un système qui est déjà installé. Mais on doit passer d'un système à un autre. On doit faire une révolution. Est-ce que c'est viable pour répondre aux besoins de l'appareil industriel actuel, pour des choses utiles, hein, pas pour fabriquer, je sais pas, des head spinners, des machins qui servent à rien. Head spinners, c'est une vieille tendance de 2017. Bref, pour fabriquer n'importe quel. C'est des trucs que tu faisais tourner, là, les gens ils faisaient ça. Oui. Ça les faisait penser à autre chose. Bref, du plastique gaspillé et du métal gaspillé. Mais comment est-ce qu'économiquement le truc est viable? Moi, parfois, je me dis, tiens, mais si des solutions ne sont pas appliquées aujourd'hui, c'est peut-être parce que des gens ont tenté de le faire et qu'ils se rendaient compte que ça gagnait pas suffisamment d'argent rapidement. Est-ce que toutes ces nouvelles voies du géomimétisme permettent de maintenir une économie à l'échelle mondiale en fonction de tous les pays et de se retrouver de soutenir ce nouveau paradigme protecteur du vivant, protecteur de notre avenir, à toi et moi? Moi, c'est toute ma thèse. Alors, j'ai dû supprimer quelques chapitres parce que mon manuscrit était un peu lourd, voilà, et donc notamment ceux sur l'économie du géomimétisme. En gros, l'idée, c'est que plus vous avez de puits naturels de carbone qui sont actifs, plus vous avez de forêts en bonne santé, d'agroécologie, d'agroforesterie. 1 hectare en agroforesterie, ça produit 40% de biomasse en plus. Parce que tes rayons du soleil, tu les exploites sur toutes les strates, en hauteur avec les arbres, à terre avec tes cultures, tu fais de l'hydrologie régénérative, tu fais du couvert cultural permanent pour que même en hiver, tu captes du carbone et tu crées de la biomasse. Bref. Donc, grosso modo, 1 hectare produit plus de biomasse. La question, c'est comment est-ce que nous, à l'orée de nos découvertes scientifiques, on est capable excuse-moi de t'interrompre. 1 hectare produit plus de biomasse qu'un hectare en grande culture conventionnelle. Très bien, merci. Excuse-moi. Pardon, tu as raison. Et donc, en gros, le but du jeu, ça va être de comment est-ce qu'on transforme ces résidus de paille, de bois, cette lignine, tu vois, toute cette biomasse-là en biotextile, en nouvelles fibres, en bioplastique, en biopolymère, en teinture. Enfin, en fait, c'est pas compliqué. C'est du biomimétisme de niveau 2. Aujourd'hui, en travaillant sur les bactéries, on sait à peu près transformer n'importe quelle substance vivante, organique, en n'importe quoi, en bioplastique, etc. Donc, c'est infuser un petit peu d'intelligence. Donc, c'est là où tu as des programmes de recherche public-privé à mettre en place. On est un peu à poil sur la recherche fondamentale et la recherche industrielle en France. Donc remuscler ça, c'est insuffler de la connaissance dans tes hectares, quoi. Pareil pour les algues, tu peux produire énormément de biomasse, tu peux recycler tes navires de pêche, tes navires-usines qu'il faut arrêter. En fait, ce truc, c'est un treuil. Tu peux le rétrofiter pour que ça te soulève des algues et que tu puisses cultiver tes algues de manière assez simple. Parce que l'idée, c'est que personne ne se retrouve au chômage. Ouais. Pareil, une fois que tu as ces algues, ta raffinerie pétrolière qui est dans ton port industriel, c'est pas si compliqué de la rétrofiter pour distiller, pour traiter des algues. Grosso modo, c'est pas très loin, il faut chauffer. Donc tu vois, ton infrastructure industrielle, il faut de l'investissement pour la rétrofiter. Ouais, quoi qu'il arrive, bien sûr. Mais il peut y avoir des mises à jour en fait de leurs appareils. Mais c'est pas déconnant. Et puis c'est un investissement qu'il faut faire. Le problème, c'est que maintenant, dans les conseils d'administration des grandes boîtes, tu as des actionnaires qui veulent du rendement très vite, tu as des fonds d'investissement américains qui veulent du rendement très vite. Là, maintenant, tout de suite, ancien schéma de pensée. Pour moi, c'est ça l'obstacle principal. C'est-à-dire que, effectivement, demain, on est très capable de faire un grand plan d'économie géomimétique où tu relances des filières, ça redynamise l'emploi un peu partout. Ouais. C'est génial, ça n'a que des co-bénéfices, c'est génial. Sauf que, à un moment, il faut encourager les entreprises à faire ça, à prendre ce risque-là, parce que tu as toujours une période qui est sensible quand tu changes de modèle. Pareil, quand tu passes en agroécologie, quand tu es en agri, tu as 3-5 ans où tu serres les dents, parce que tu rechanges ton sol, tu changes tes techniques, tu investis dans un nouveau matos, etc. Donc tu vois, pareil, pour l'agriculture, si tu n'as pas une espèce de banque de défaisance qui rachète la dette des agriculteurs qui ont acheté du matos pour faire de l'élevage en poulet de batterie et tout, pour leur permettre d'abandonner ça et d'acheter un nouveau matos, de se former, etc., il ne se passera rien. Donc tu vois, tu as des solutions systémiques, tu rachètes leur dette avec une banque publique de défaisance, tu la refinances avec la BCE comme je vous ai expliqué.
Techniquement, c'est facile. Voilà. Enfin, Mais il faut le moment d'urgence qui va permettre éventuellement d'infléchir le truc. Enfin, le moment d'urgence, on est dedans pourtant. Mais... Moi, j'en suis arrivé à la conclusion que on a un vrai déficit de niveau intellectuel de la sphère politique. Contrairement au milieu de l'entrepreneuriat qui est un peu en avance. Tu penses pas que les politiques, je suis d'accord avec toi, mais tu penses pas que les politiques aussi sont des suiveurs et suivent un peu l'opinion publique générale? Ça, c'est le fameux triangle de l'inaction de Cartman. Parce que j'ai de la responsabilité. Voilà. J'ai un petit... Enfin, alors oui, sauf qu'à un moment, tu as un truc qui s'appelle le courage en politique, qui ont fait toutes les grandes révolutions et tous les grands moments des... Voilà, nous, on a eu un mec qui s'appelait De Gaulle. J'allais le citer. C'est bon. Il y a longtemps. Il a quand même fait une sorte de planification après-guerre avec le CNR, etc. Puis même quand il est revenu aux affaires, qui fait que, en fait, en une décennie, tu as un programme nucléaire civil, tu as le TGV, tu as les télécoms, et tu as la France qui devient 5e puissance mondiale. Tu vois. C'est parce que tu as des gens qui sont... Tu as une haute administration qui a l'intelligence de planifier l'élan privé, l'élan entrepreneurial, la créativité entrepreneuriale, et de la mettre un peu en musique avec des subventions d'État intelligentes, plus un sens de la nation, tu vois, un sens du commun, où on se projette dans une histoire. Je sais que vous avez eu Jean-Pierre Gou, c'est voilà, la dimension d'un récit collectif de l'humanité, elle est fondamentale pour ça. Et puis on peut commencer par un récit national un peu... parce que quand tu es la France, tu peux surfer sur une espèce d'historique de révolution. Enfin, moi je pense qu'on est un pays qui a un rôle particulier qui est celui de l'étincelle. Je pense qu'il y a des pays qui ont des rôles particuliers dans le monde, un peu comme dans une famille. La Belgique, c'est le compromis. Voilà. Mais effectivement, on vous considère, enfin vous, je suis belgo-français, attention, je précise, mais comme des révolutionnaires. C'est quelque chose qui est très porté par la nation, en quelque sorte. Donc, oui, mais que ce soit la nation en France, c'est l'échelon un peu où les gens s'identifient, ou le Lenders en Allemagne. Chaque pays a sa réalité, mais en gros, ouais, moi, c'est un peu ce qui m'anime. Mais je pense que je crois dans l'espèce d'étincelle. Tu vois, la seule certitude dans l'histoire, c'est l'incertitude. Ça, c'est tout bon prospectiviste, il sait ça. C'est-à-dire que si tu prolonges les courbes pour décrire un futur potentiel, tu as 100% de chance de te tromper. Parce que tu vois pas les signes noirs, le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça, tu peux pas les anticiper. L'apparition de ChatGPT, en fait, je sais pas si tu te souviens, il y a 3 ans, on n'imaginait même pas que ces modèles-là allaient autant révolutionner. Faut voir la masterclass que vous avez faite avec Théo Alves d'Acosta, qui est son grand course à tort aussi de 10 heures sur l'IA au service. On a vu sur notre chaîne, effectivement. Mais voilà, donc ça, c'était pas anticipé. Et de la même manière, je pense qu'on peut à un moment hacker une présidentielle avec une équipe qui a un haut niveau de conscience et faire ce qu'on sait qu'il faut faire, tu vois, avec un peu de courage. Et quand tu as un peu de courage et que tu es la France, en fait, ça suit, quoi. Tu vois, l'Europe, elle se fait pas sans la France, donc... de toute façon, ouais, voilà. On a beau te menacer de sanctions parce que tu dépasses tes 3% de déficit public, parce que tu finances ta transition, machin. En fait, ouais, mon coco, mais en fait, moi, j'ai un truc qui s'appelle la deuxième économie de l'UE et des Charles Leclerc, et en fait, je fais ce que je veux. Tout ce que vous voulez me mettre en taxes parce que j'ai pas respecté les règles, mais en fait, c'est ça que je paye en moins au budget de l'Union européenne. En fait, c'est facile d'instiller un rapport de force si tu as juste un peu de courage, quoi. Mais donc, développer notre économie, et moi, il y a un machin que tu avais cité, tu avais précisé que les militaires chinois avaient aidé dans des projets de reforestation, et je me suis demandé, tiens, et c'est quasiment biblique d'ailleurs comme notion, ce moment où les militaires déposeront les fusils pour planter des arbres. Parce que imagine si tous les militaires du monde entier, dans un projet commun de reforestation, d'agroécologie, en fait, se mettaient au diapason pour reforester massivement. Ce serait quand même un truc de fou, qui est un travail potentiellement militaire aussi, hein, pour protéger des zones à risque, etc. Exactement. Et là, tu me fais plaisir parce que tu reboucles sur tout le sens de mon premier boulot pour l'armée française, qui était justement aussi d'expliquer ça à l'état-major, qui est que, en fait, qui veut la paix prépare la paix, et on peut avoir des armes de construction massive, comme on dit à l'Institut des futurs souhaitables, et l'infrastructure militaire, elle est particulièrement en capacité de faire ça. Déjà, tu vois, aujourd'hui, on sort des drones qui reforestent. Ouais. Bon, ça, voilà. Demain, si tu es un petit peu intelligent, tu crées des coalitions entre l'armée au Sahel, entre les armées nationales, la société civile, localement, les communautés paysannes, etc., pour
déployer beaucoup plus ce projet de grande muraille verte qui est absolument essentiel pour freiner l'avancée du Sahel et permettre à une multitude de fermes en agroécologie de se redéployer. Et les économies locales. Hein, voilà. Mais on a des exemples qui sont hyper inspirants en Burkina Faso, même au Mali, comme ça, de fermes en agroécologie, en agroforesterie, où ça marche très très bien. Ils ont trouvé des moyens de canaliser l'eau, etc. Et ils produisent des essences avec une exploitation commerciale derrière, hein, jujubier, etc., karité, et puis du sorgho. Enfin voilà, tout ça fonctionne très bien. Tu protèges un peu ça des chèvres, et en fait ça se passe bien. Et comme ça, tu construis la paix parce que dans ces zones-là, le djihadisme, il prolifère essentiellement sur la misère sociale. Ouais. Boko Haram, ça on l'a aussi documenté, mais Boko Haram, il se renforce beaucoup dans la région du lac Tchad, parce que la région du lac Tchad, le lac, il a perdu 90% de son volume en 50 ans. Et que du coup, tous les pourtours qui étaient ultra fertiles, où les troupeaux venaient paître, se sont taris, et donc tu as beaucoup de paysans qui ont été ruinés. Et donc là, c'est du mercenaire que tu peux enrôler cash facilement parce qu'il n'y a pas d'autre choix. M23, voilà. Du côté de Goma, enfin du Nord Kivu aussi, c'est pareil. Exactement. Hein. Voilà. Et puis les pirates en Somalie, c'est pareil, c'est parce qu'on a vidé leurs océans. Et voilà. Et le terrorisme prolifère toujours sur la misère sociale. Et puis même quand tu remontes aux origines de la mafia en Sicile, tu te rends compte que la mafia, c'est l'alliance de grands bourgeois qui financent des petites escouades de lumpen prolétaires qui sont un peu des morts de faim pour casser les mouvements ouvriers, les mouvements paysans. Donc les orpailleurs au Brésil. Voilà, tout est lié. Tout est lié aussi sur le champ politique et social. C'est-à-dire que disons que puisque le pire ennemi du djihadisme, mais de n'importe quel terrorisme, de n'importe quel système mafieux, c'est un système social qui est bien, tu vois, avec une agriculture qui est bien, donc de l'écologie qui est bien. Ces gens-là, ils sont pas très écolos dans l'âme en fait. Et puis surtout, ils peuvent filer le coup de main pour aider des gros lobbies à détruire des écolos en fait. C'est ce qui se passe en Amérique latine par exemple, où tu as beaucoup de gens qui sont membres de gangs de narcotrafic, mais qui vont assassiner des militants écologistes en Colombie, etc. Tu retrouves ça aussi dans le golfe de Guinée. Les liens entre crime international et répression de l'écologie sont très intimes. Je vais parler d'une expérience un peu personnelle pour appuyer ton propos, et c'est très important de le mentionner. On aide des peuples autochtones d'Amazonie, des Unicunes dans l'Acre. Oui, je prends l'avion pour ça, mais pour aider à des projets de reforestation massive en agroécologie à la demande des caciques. Et on vient avec des graines non transgéniques, parce que là-bas, dans les lois, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et on vient avec des puits en eau potable. Donc en fait, ces peuples sont littéralement abandonnés. Et donc nous, on essaie de récolter des fonds un peu à gauche, à droite, ici, des subsides, et même monsieur, madame, tout le monde, pour aider dans ces projets. Et il y a bien quelque chose avec l'association que je salue, Jiboyana, on est des frères, on est des frangins, on est ensemble, qu'ils ont bien dit quand on est sur place, c'est ne dire à personne que nous sommes des activistes en écologie. À aucune personne qui va poser une question, ni à la police militaire, ni à qui que ce soit, parce que ça arrive très souvent que des gens qui vont aider dans des peuples autochtones d'Amazonie dans des projets disparaissent. Et je n'ai pas envie de disparaître. Donc quand je vais là-bas, je dis « Oh, je fais des vidéos, c'est tranquille », mais sur place, on fait du travail de fond. Et c'est même les caciques eux-mêmes qui ont dit « Si on vous pose des questions, ne dites pas que vous nous aidez, surtout pas ». Donc j'appuie vraiment d'expérience le propos que tu as donné, qui est très très important. Pierre, pour mieux comprendre le monde, au-delà de ton livre « Les nouvelles voies du géomimétisme », au-delà de limite où on essaie de faire une partie du travail, tu as aussi créé cette fameuse plateforme qui s'appelle Sator. Je voudrais que tu nous dises qui t'a déjà invité. Je sais qu'il y a plein de gens de la chaîne, mais ce sont des masterclass. Et quel est le but de Sator en fait? Pourquoi vous avez lancé ça? Je mettrai tous les liens en description pour retrouver la plateforme. Déjà, merci de cette question. Sator, c'est un peu le Netflix de nos rêves à nous, c'est-à-dire qu'on va chercher des experts qu'on estime visionnaires. Alors, oui, il y a Olivier Amand, il y a Arthur Keller, Charlène Descolonges, Théo Alves d'Acosta, enfin, tout un tas de gens que vous avez déjà reçus. Et on construit avec eux des masterclass vidéo qui font entre 18 et 20 épisodes d'une demi-heure. Donc, tu vois, c'est 9 à 10 heures. C'est des cours, quoi. Ouais, c'est des grands cours avec une belle post-prod. Tu vois, on essaye de faire des trucs assez canons, une grosse préparation éditoriale, ce qui fait que quand on sort de ta masterclass, tu es censé avoir une vraie vision de la complexité du sujet.
Donc c'est là où on est très complémentaires des formats comme le tien, qui sont des super formats d'intro, d'1 heure, 1h30, 2 heures parfois. Nous, on va aller chercher ce qu'il y a 2 degrés au-dessus en termes d'approfondissement, dans une vision de monter en compétences aussi dans les entreprises. On s'adresse à la fois au grand public et aux entreprises. Mais n'importe qui peut s'abonner à Sator, c'est 11,90 € par mois, et avoir accès à Netflix, les gars. Voilà. Moins cher que Netflix maintenant. Moins cher, grave. Ils sont passés à 17,20 ou je sais plus combien, bref. Ouais, c'est ça. Donc on a une trentaine de masterclass maintenant, on en sort une par mois. On fait des trucs un peu tripants, genre on fait renaître des personnages historiques pour donner des grands cours. Genre, le premier qu'on va faire revivre, c'est Carl Gustav Jung, pour un grand cours sur l'inconscient de 10 heures, avec une techno d'IA et puis une équipe qui fait vraiment un script incroyable des humains, des vrais humains. Mais qui ont bien sûr travaillé en profondeur le sujet de Carl Gustav Jung. Voilà. Et puis voilà. Donc on est très content de cette plateforme-là, des rencontres qu'on peut y faire du coup. Et voilà, sator.fr pour les curieux. Description les amis, n'hésitez pas à aller voir. Si vous êtes sur YouTube et puis Spotify, on va aussi le mettre en description de toute façon. Pierre Gibert, est-ce que tu as des personnes dont tu... Alors j'ai vu que tu as été une préface de Marc-André Sellos. Donc lui, on va pas le citer parce qu'on a déjà potentiellement, je crois, 3 vidéos de lui sur la chaîne. Mais est-ce qu'il y a des chercheurs, des experts que tu invites les personnes qui nous regardent à découvrir éventuellement? Sur Sator, c'est possible. Mais éventuellement aussi des derniers conseils que tu voudrais donner à une personne qui est extrêmement attentive jusqu'à maintenant. D'ailleurs, dites-nous si vous avez tenu jusqu'à cette heure-ci. Je suis pas sûr, on a un peu plus d'1 heure de conversation. Si c'est le cas, écrivez en commentaire, genre je suivrai les nouvelles voies du géomimétisme. Voilà. Ça, c'est le petit code qui me permet de voir qui est resté jusqu'au bout. Je l'ai fait avec Olivier Armand. Il y a du monde il y a beaucoup de gens qui sont robustes. Donc, allez-y en commentaire pour voir si vous avez vraiment tenu jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais à toi, si tu as des conseils à donner ou des personnes. Il y en aurait beaucoup. Moi-même, je suis un grand consommateur de contenu YouTube, de podcasts, etc. Donc, il y a des personnages qui émergent, qui sont d'excellents pédagogues. Philippe Grandcola, par exemple. L'inénarrable Janco. Enfin, voilà. Je vais pas les reciter tous. Peut-être... Moi, j'aime bien quand même aussi rappeler que la dimension du cœur est fondamentale dans toute cette histoire-là, parce que je vous ai dit en début de conversation qu'on est largement mu par nos émotions, Je vous ai dit en début de conversation qu'on est largement conduit par notre inconscient. Oui. Le langage de l'inconscient, c'est les émotions. En fait, c'est les images et les émotions. C'est l'association même des images et des émotions. C'est pour ça que si vous voulez qu'une information reste bien marquée chez vous, vous devez faire des métaphores. Parce que vous associez une image à une émotion. Si la personne, elle voit, elle comprend, shoot de dopamine, elle est contente. Puis ce qui fait que l'information est beaucoup mieux retenue. C'est pour ça que des gens comme Jean Covici ont autant émergé, parce que c'est des pros de la métaphore. C'est ça le hack suprême. Le pétrole, c'est les croquettes pour machines, etc. Bref, donc les images, les émotions, et puis un roman, c'est aussi une bonne manière de susciter des images mentales, parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre les images perçues et les images mentales. Si vous faites un peu de méditation, vous savez ça. Ou en méditation, vous visualisez une scène, vous éprouvez les mêmes sensations, les mêmes émotions en la vivant. Bref, donc parfois être transporté par un bon roman, ça fait bien switcher aussi. Moi, j'adore toute la série de Jean-Pierre Gou, que j'embrasse chaleureusement. Je crois qu'elle est derrière moi. Non. Oui, si, là-bas. Je ne sais pas si c'est dans le cadre de la caméra. Quelqu'un peut me filer un livre? Non, c'est pas dans le cadre, je crois. Voilà. Bon, on l'a déjà eu sur la chaîne, mais voilà. Merci Noé, c'est gentil Noé qui fait des vidéos avec nous sur la chaîne, qui est là en background. Voilà, effectivement, très bonne manière de visualiser des choses. Bon, et puis pour terminer, parce que ça me tient à cœur et pour essayer de... Mais moi je suis convaincu que, les gens qui font des conneries, les gens qui ont peu d'empathie et donc qui sont capables... La protection du vivant, c'est un prolongement de l'empathie au-delà des êtres humains. C'est-à-dire que quelqu'un d'empathique, normalement, il est incapable de faire du mal à quelqu'un d'autre, et il est normalement incapable de faire du mal à un animal, et normalement, il est incapable d'ordonner l'abattage d'une forêt, parce que ce lien-là, il est profond, il est tripal. Généralement, les gens qui
peuvent faire du mal aux animaux, qui peuvent faire du mal aux vivants, sont des gens qui ont un gros déficit d'empathie. Et la structure, le système les dédouane aussi de cette responsabilité individuelle. Mais bien sûr, hein, le système est responsable, mais les individus aussi. Bref. Mais ces gens-là, généralement, c'est des gens qui n'ont pas reçu la dose d'amour nécessaire, et notamment dans la petite enfance. Et j'aimerais quand même terminer là-dessus, parce que pour moi, ça a quand même l'histoire de la transition écologique, elle a quand même beaucoup à voir avec le taux d'énergie d'amour qu'on est capable de faire circuler dans un groupe, une société, un pays. Et une autre définition de la transition écologique, c'est de remplacer des biens par des liens. Quand tu achètes une Merco ou une montre ou un sac Vuitton, en fait, ce que tu cherches, c'est du statut social. L'approbation. Voilà. Mais derrière ton statut social, ce que tu cherches, c'est de ne pas être rejeté. Et derrière ne pas être rejeté, ce que tu cherches, c'est de l'amour. Donc si tu veux, si on réussit à hacker un peu ce truc de autant miser directement sur aller susciter de l'amour, et donc ça s'apprend, c'est l'art de la relation. Dès le plus jeune âge, ça doit s'apprendre à l'école. Voilà, on a les lois de l'entraide, on a fait une masterclass avec Pablo Servigne là-dessus. Bon, tout ça, il y a des vraies lois à aller déployer dans nos collectifs. Et donc tout ça augmente le degré d'amour qui circule, et le plus on associe d'émotions positives à une pensée, qui peut être l'écologie, le plus on a d'engagement et le plus on a gagné, quoi. Donc il faut aussi se former là-dessus, sur ces sciences sociales et ces sciences du cœur. Voilà. Pierre Gilbert, merci à toi. Et merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Dites-nous ce que vous avez pensé. En commentaire, bien entendu, n'oubliez pas vous commenter. J'ai atteint les nouvelles voies du géomimétisme. Voilà, un truc dans le genre, mettez ça en commentaire. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous regarder jusqu'à maintenant. Vous n'imaginez pas combien ça nous fait vraiment plaisir, parce que nous sommes dans un monde où il faut que les contenus aillent vite, il faut vite profiter. Nous, notre podcast Sans Limite, vous pouvez les écouter en 1 heure, 2 heures, 3 heures, en plusieurs fois. Vous mettez pause, vous revenez le lendemain, etc. Mais le fait que vous soyez encore là jusqu'à la fin, ça veut dire que vous avez envie de changer le monde, et on essaye ensemble de contribuer à ça. Likez, commentez, abonnez-vous, aidez-nous sur Tipeee pour ceux qui ont la force et le mojo. Et à bientôt sur Limite. Et checkez ça, c'est en description, tout ce qu'il faut, la totale. Bye tout le monde!